enregistrement parce que je l'avais pas lancé, mais je fais la remise des prix du prix artistique de Équipe Auto, samedi à 10h30 sur place, avec 8 artistes qui ont préparé des œuvres, et on va donc remettre un prix, et on va un peu les faire parler de leur univers artistique, donc on m'a demandé de faire ça, je le fais avec grand plaisir, et juste après, à 11h15, si je dis pas de bêtises, il y aura une masterclass digitale sur le... comment ça s'appelle ? Bah voilà, sur la vie, entre guillemets, de créateurs de contenu en lien avec la bagnole. Et donc j'y serai avec d'autres créateurs de contenu, notamment le vendeur automobile. Et c'est Yann Delplanque de Dans la boîte à gants qui animera cette session-là. Donc super cool, j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis s'il y a certains d'entre vous qui sont sur le salon, et ben on se retrouvera là-bas. Félicitations pour ton Aston. Merci, le Manco. Merci beaucoup, je pense que... Du coup, t'as vu mon post. Cette semaine a été une belle semaine pour moi puisque j'ai été récupérer mon Aston Martin V8 Vantage. Et je suis super content. C'est une super caisse. J'ai roulé à peu près 500 km avec, là. Et ça fait longtemps que je l'attendais. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps qu'on est sur le dossier. Et puis ça y est, c'est fait. Elle est là. Donc, merci pour ton message. Salut Yves. Merci à tous d'être là, les gars. On va parler en détente cette semaine. J'espère que la semaine a été bonne pour vous. Pour moi, c'était un peu chargé, comme je vous disais. J'étais à l'événement hier à Paris. Je suis rentré peut-être à 2h30, 3h, je pense, le temps de faire la route. Mais c'était bien. Et du coup, j'y retourne samedi pour le salon Équipe Auto. Cette semaine, on va parler du Dacia Hipster, qui a un nom claqué au sol, mais un petit concept sympa qu'ils ont présenté. Pourquoi je dis sympa ? Non pas que je serai client, non pas que c'est le genre d'objet automobile qui me plaît spécialement, mais il y a des trucs intéressants à partager avec vous, c'est pour ça que je l'ai mis dans le programme de ce soir. On va aussi parler de la nouveauté de Lambo, la Lamborghini Manifesto, donc pareil, c'est une spéciale concept car là, on va pas se parler de voitures de série, c'est vraiment que des concepts qu'on va explorer ce soir et qu'on va essayer de décrypter, d'analyser, de comprendre. Donc je vous ferai j'ai préparé un peu un truc sur cette Lamborghini. Salut Crabfétide. Sur cette Lamborghini Manifesto, que je vous montrerai en détail. Et puis surtout, une nouveauté qui est apparue dans la semaine. Ouais, Dacia nous inaugure les Kikars en France. On va en reparler. Il y a une autre nouveauté qui est apparue dans la semaine, c'est celle que je vous ai publiée hier, que je vous ai postée hier sur le Insta, la nouvelle Mercedes, la Vision Iconic, incroyable, en tout cas, à mon sens, très très intéressant comme concept. Je vais juste checker les gars que ma petite story de départ de live est en cours d'upload. Je pense que c'est le cas. Ouais, ça va charger tranquillement. Ça laisse le temps aux retardataires de nous rejoindre. Donc on va parler de ce banger de Mercedes. Je serais curieux aussi d'avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, et puis je pense qu'il y a pas mal d'éléments de design qui reviennent en force. Ouais, la Batmobile, exactement. Ah bah Schnoutre, il y a un détail qui te chiffonne sur la Mercedes, bah c'est bien, on va en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette caisse, donc j'ai hâte d'en parler avec vous, d'avoir votre avis, ce sera dans le programme. Je l'ai placé volontairement en dernière partie du live, ça nous permettra vraiment d'avoir le temps de se poser dessus. Salut Yojiro. Bah écoute, si t'as pas vu la Lambo, tant mieux. Je sais plus exactement à quelle occasion elle a été présentée. Je suis pas certain que ce soit dans un événement, je veux dire, dans un salon. Il me semble pas que c'était à l'IAA. Mais en tout cas, ils l'ont dévoilé et les images sont arrivées. J'ai préparé tout ça. Et c'est un bon renouveau pour Lambo, une suite logique d'une certaine manière. J'ai regardé ça rapidement. Alors, je vous cache pas que pour les lives, moi, mon but, c'est pas de tout préparer en avance et de vous faire comme si je faisais une vidéo en live. Non, l'idée, c'est aussi de découvrir avec vous. Et donc bah, peut-être qu'il y a des idées qui vont popper, des trucs qui vont arriver comme ça. Mais c'est bien, je pourrais voir vos feedbacks et votre avis en direct. Donc voilà un peu le programme pour ce soir. L'intro qu'on est en train de faire tranquillement. Je vous reparlerai d'Équipe Auto parce que c'est pas n'importe quel événement, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Et après du coup Dacia Hipster, Lamborghini Manifesto, Mercedes, salut 6, Mercedes, Vision Iconic, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et après une partie live only bien sûr, en fin de live, on reste vraiment entre nous et puis on va pouvoir se dire les choses dans une partie qui sera pas
rediffusé. Donc, on est là jusqu'à 22h. On prend le temps, installez-vous tranquillement, et ça va être sympa. Juste pour mon petit message d'introduction aussi, merci beaucoup à vous qui interagissez sur Insta. J'ai toujours beaucoup de messages en direct et tout, mais là je vois que les rediffusions de certains morceaux des lives, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui ont... Alors peut-être qui participent au live, ou peut-être pas du tout, mais qui ont un avis très tranché, ou en tout cas qui discutent bagnole, et ça me fait plaisir. Donc merci à vous pour évidemment vos likes, vos commentaires, et puis surtout d'être là pour qu'on le fasse en direct. Qu'on leur envoie des nouveaux clips, des nouveaux morceaux choisis de ce que je dis, parfois un peu sortis du contexte, pardon. Mais c'est pas très grave, c'est bien, ça fait de la visibilité aussi pour le live, et c'est plutôt cool. Écoutez, j'ai l'impression que je suis setup de partout, on est tout bon. Je voudrais juste checker un truc parce que il me semble que ma palette graphique, voilà, c'était sûr, il y allait avoir un pépin, elle ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous montrer quand même les choses. Hop. J'ai fait une manip récemment. Et ça me... Ouais, voilà, mon stylet marche pas. Donc c'est pas grave, on va tout faire à la souris pour vous montrer les trucs. Hop. Ça va le faire. Le nom de la nouvelle Lambo, c'est la Lamborghini Manifesto. Bah, on va en parler plutôt juste après le premier sujet. J'ai un peu classé les sujets par ordre de longueur. Hein. Je pense que la Dacia, ça va aller relativement vite. Il y a quelque chose quand même qui sont intéressantes à dire. J'ai préparé quelques images. Et on va démarrer par ça tout de suite, si vous êtes chaud. Tac, je vais juste basculer en partage d'écran, voilà. Et vous reconnaissez mon écran traditionnel de Netcar Show, dans lequel je vais aller voir les dernières caisses. Voilà, c'est celle-là, la Lamborghini Manifesto, dont on va parler. La Mercedes Vision, dont on va parler aussi. Et on aura la Dacia, qui est juste là. Évidemment, les autres nouveautés, bon, les Porsche, je vous en parle pas. La Nissan Leaf, c'est pas la peine. La DB12S, c'est une super caisse, mais il n'y a pas de grands changements. Puis après, la Renault 5, on l'a déjà vu. La Chevrolet Bolt, pas intéressant. Enfin, sauf si vous me dites que vous êtes brûlant, mais je pense pas que ce soit les sujets les plus intéressants. Et puis il y a eu un restylage de l'Alfa Romeo Tonale. Voilà, ils ont juste changé le bouclier. J'ai l'impression que ça lui donne un air un peu plus mature, mais c'est pas le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est la Dacia Hipster, le concept Dacia Hipster, qui est... Attendez, je vais même vous basculer. Tac, sur Photoshop. Concept Dacia Hipster, donc, la nouveauté de Dacia. Bon, je suis pas client, évidemment, mais il y a des petits éléments intéressants. Alors, je vous avais fait une vidéo sur Dacia, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont vu, et sur la chaîne depuis un petit moment, où je vous expliquais que Dacia, justement, ils ont eu toute cette partie de leur vie, toute leur histoire, un peu post-communisme, où c'était une marque low cost claquée au sol. Hein. On se souvient tous des Logan quand elles sont arrivées en France. On était tous plus ou moins jeunes, mais on se souvient de leur arrivée. Et puis, je vous expliquais dans la vidéo que c'est en train de changer progressivement. Il y a une stratégie qui est mise en place. Et ce petit concept, le hipster, eh ben, il colle à cette stratégie. Et il va dans le sens de ce que je disais dans ma vidéo. Donc je suis content, c'est pas pour faire le mec qui avait raison, mais ça veut dire que je m'étais pas trompé, donc c'est plutôt pas mal. Le Manco, tu bosses chez Renault Dacia, dans un groupe privé, on regardait la présentation de Dacia en direct avec les collègues, ça nous a bien fait rire, le hipster. Alors voilà, mon vrai problème avec cette caisse, c'est son nom. C'est totalement ridicule d'appeler ça le hipster. Je vois pas pourquoi on appellerait ça le Dacia Hipster. Ça fait pas trop de sens à mon avis, mais bon. C'est le nom qu'ils ont décidé. C'est totalement hors sol, j'ai l'impression. Il n'y a pas un hipster qui a envie de revendiquer ce nom, peut-être. Ça me paraît un peu bizarre. Donc j'ai été déjà surpris par le nom, on va dire. Hop, je vais recaler les micros, vu que de toute façon ma palette graphique ne fonctionne pas. Par contre, si je fais ça... non, vous n'allez pas forcément voir le trackpad, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais me créer un petit carré jaune, laissez-moi juste une seconde, tac. Tac. Voilà, on va se créer un petit carré jaune. Hop. Hop.
Et voilà. Et ça, du coup, ça, vous le voyez. Et je le baladerai pour vous montrer les différents éléments. Puisque mon stylet est mort, je sais pas pourquoi. On va regarder ça, mais j'ai vu ça 1 minute avant live, c'est pour ça que j'étais 1 minute en retard. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et vous inquiétez pas, on va pouvoir tenir le live sans aucun problème, puisque je suis quelqu'un de discipliné, j'ai préparé les images. Alors, quel est votre avis sur ce Dacia Hipster, cette nouveauté de chez Dacia? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, et après je vous donnerai mon feedback. Je vois Hello qui dit qu'elle est très intéressante, notamment à l'intérieur. C'est vrai, en vrai, il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Tu peux fitter 4 adultes à l'intérieur, donc c'est plutôt surprenant par rapport au volume. Faustum qui nous dit c'est quoi ce cube? Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir. Il y a quand même des clés de design qui ont été un peu réfléchies. Je vais pas aller en détail sur l'intérieur, les fonctionnalités, etc. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui sont bien faites. Et vous pourrez aller voir tout ça en détail. Mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est que il y a du coup quelques mois, quand je vous ai fait cette vidéo sur Dacia, je vous ai dit Dacia veulent se séparer un peu de leur image de low cost. Ils veulent qu'on arrive à les identifier comme étant une marque cool. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom pourri qui est le hipster, parce que les mecs qui ont choisi le nom ou les nanas du marketing ont pensé que c'était cool de s'appeler hipster, sauf que c'est évidemment claqué. En tout cas, ça, pour moi, ça transmet pas d'émotions particulièrement positives. Donc le nom est un gros point faible pour moi. Et en vrai, le design, par contre, est intéressant. Alors, encore une fois, sur la partie intérieure, fonctionnalité, sachez que on peut mettre 4 adultes à l'intérieur dans un espace qui est super petit. Donc, ça répond à la logique des K-cars, c'est-à-dire ces voitures au Japon, notamment, il y a une loi au Japon qui surtaxe les voitures qui font plus de 4 mètres. Et donc, il y a toute une série de produits chez différents constructeurs, il y a tout un marché là-bas pour ce qu'on appelle les K-cars qui font 3,96 m, 3,98 m, vraiment à la limite des 4 mètres. Et l'idée de ces K-cars, c'est que c'est toujours de caler un maximum de gens et de choses dans un espace totalement réduit. Donc, ça donne des choses assez intéressantes en termes de design. Pour autant, en termes de style, évidemment, c'est massacrant, puisque dans ce volume-là, t'es obligé d'avoir un truc qui est tout étroit, avec un empattement très court. On va le voir dans la side view, juste ici, un empattement super court. Hop, je vais juste me décaler comme ça, tac. Un empattement super court, forcément une hauteur de caisse qui est notable, et ça tue un peu le design à chaque fois. Mais on peut considérer que c'est clean. On peut considérer que... Salut Arthur, le design est clean. Alors moi, ce qui m'intéresse de vous montrer sur cette Dacia Hipster, c'est que, ayant travaillé chez Jaguar Land Rover, évidemment, moi, je fais un lien avec notre très cher Defender. Le Defender... Attendez, je vais juste... Tac, comme ça, vous le voyez bien. Et ça, on le vire. Pour que vous voyez encore mieux. Voilà. Je fais un lien avec le Defender. Je sais pas si c'est moi qui ai une hallucination ou bien si c'est une hallucination collective qu'on va avoir ensemble. Si vous allez être d'accord avec mon propos. Donc Dacia, je vous le disais dans ma vidéo, essaye de se donner un air de baroudeur. L'intégralité maintenant de leur communication, elle est faite pour le outdoor. En gros, l'idée, c'est de dire, prends-toi un Duster, tu pourras aller partout. C'est la caisse des gens intelligents qui dépensent pas trop pour un super produit. Salut Tristan! C'est la caisse des gens intelligents qui dépensent pas trop pour un super produit. Et en gros, si t'as une Dacia, t'es un mec intelligent et tu dépenses pas ton argent par la fenêtre. Et donc, ils essayent de donner cette empreinte de cool, d'un truc vraiment positif et sympa. Salut Lulu. Et ça a été flagrant pour moi quand j'ai vu la vue de profil. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes proportions qu'un Defender. Rien à voir. Évidemment, c'est pas la même gamme de produits, c'est pas la même philosophie de produit, mais il y a une espèce de filiation que les designers ont été chercher. Si vous regardez cette side view, il y a deux choses qui sont évidemment notables. Alors, sur le nouveau Defender, enfin ce que j'appelle le nouveau Defender, donc celui qui est sorti il y a peut-être 4 ans, Defender 2, vous avez les éléments très graphiques qui permettent d'identifier le def et qui permettent de lui donner son côté baroudeur, son côté spécial parmi la jungle des SUV. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau du pied du pilier A? Donc c'est
aussi un élément de design qui permet d'allonger visuellement le capot, puisque ton œil va s'arrêter plutôt là, donc tu as l'impression que tu as un capot un peu plus long. Ils ont repris exactement le même sur la Dacia. Mais alors, c'est typiquement le même esprit. Il y a ça aussi chez Lynk & Co. Je vous avais parlé du Lynk & Co 08, on avait fait une vidéo en Suède pour analyser son design. Ils ont utilisé la même recette, c'est-à-dire au pied du pilier, on met un gros élément graphique noir qui permet de allonger visuellement le capot. Et là, ça donne cette espèce de bloc qui est une pure redite de ce qui se fait sur le Defender. Salut Style. Une pure redite de ce qui se fait sur le Defender. Donc on a l'impression qu'ils ont pris une side view de Defender et qu'ils ont essayé de replacer les éléments, de les redéterminer pour que ça colle, pour que ça fasse cet esprit outdoor baroudeur. Deuxième chose que j'observe là, c'est le toit flottant. Toit flottant qui a toujours été un code de Defender. Alors, pas forcément sur l'image que je vous ai sélectionnée ici, sur l'ancien, mais encore que là, le toit flottant est noir, mais vous vous souvenez des Defenders qui avaient le toit flottant en blanc. C'est-à-dire le toit est une partie séparée qui visuellement augmente la hauteur, donc ça donne ce côté aussi plus présent sur la route. Et ben, ils ont fait exactement pareil, en mettant un toit contrasté blanc, alors que par logique, tu aurais eu tendance à dire « Ok, je mets tout en noir pour faire une canopée qui visuellement fasse un ensemble cohérent et qui soit à peu près réduit en termes d'impact visuel. » Là, pas du tout. Ils l'ont joué en blanc, avec des petits décrochés à l'avant et à l'arrière. Je ne connais pas la raison fonctionnelle pour lesquelles on a ces petits décrochés ici. Je pense que c'est juste pour amener un peu de peps graphique en side view, pour donner un peu de présence supplémentaire, un petit peu d'importance à cette caisse. Donc ça m'a intéressé. Et puis, évidemment, ce qui est très représentatif du Defender, alors moins sur le 90 ancien que je vous ai mis ici, mais beaucoup sur les 110, et puis là, même maintenant sur le 90, on a un bloc graphique, là sur lequel je mets mon petit curseur, un bloc graphique, un élément carré, tout simplement, qui vient un peu créer une zone de robustesse dans le vitrage. Puisque si on l'enlève, en fait, là je vais vous l'enlever tout de suite, hop, on va essayer de se débrouiller sans stylet, mais on va y arriver, hop. Si je vous l'enlève, en fait, bon bah là, il n'y a pas de robustesse dans le toit, pardon. J'ai un peu merdé avec le micro, mais ça va. Là, il n'y a pas de robustesse dans le toit, donc on ajoute juste cet élément graphique pour venir signaler quelque chose, mettre un peu plus de force, un peu plus de robustesse, un peu dans le design. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait chez Dacia? Évidemment, enfin, pas évidemment, ils ont décidé volontairement de faire strictement la même stratégie, avec une surface vitrée qui est beaucoup plus petite, mais ils ont été créer cet élément graphique, ils ont été vraiment reprendre, je vais le réafficher ici sur le def, ils ont été reprendre le bloc graphique, tout simplement, parce que j'allais dire même un bloc technique, mais c'est même pas un bloc technique, il n'y a rien derrière, c'est juste une séparation de vitrage, et ils ont fait pareil ici, ce qui peut sembler contre-intuitif, parce que, évidemment, la place à l'arrière, elle a moins de visu, puisqu'on a cet élément violet. Alors, l'élément violet, c'est intéressant côté couleur et matière pour essayer d'indiquer qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est un des points d'attention de la voiture, c'est un des points d'attention de la side view que l'utilisateur ou le passant doit voir. Pourquoi? Parce que ça déboule sur la poignée. Donc en fait, il y a une espèce de truc où on allie un truc de design totalement gratuit, entre guillemets. Encore une fois, ça permet d'ajouter de la robustesse et de témoigner de cette robustesse fictive, parce que c'est pas du tout un véhicule franchisseur, c'est pas du tout un véhicule qui va aller faire des dingueries sur la route. Mais on vient témoigner de la robustesse et en même temps on indique, tiens, c'est là qu'est la poignée. Donc une espèce de logique, finalement, à intégrer cet élément de cette manière-là. J'ai encore 3 autres éléments que je vais vous partager, mais je serais curieux d'avoir votre avis. Je vais remonter un peu. Ouais. Alors en termes de positionnement, prix, ouais, ça offre plus que la Dacia Sprint. C'est 15 000 €, c'est plus cher que la Dacia Sandero, qui en offre davantage sur la polyvalence. Ouais. C'est surtout le prix de départ d'un Dacia Jogger, phase 1. C'est le gros point noir de ce hipster. Ouais, c'est clair. Surtout que le Jogger, en fait... Souvenez-vous de ce que je dis. Le Dacia Jogger est en train de devenir cool. Ça va devenir un truc cool. Alors, on sait qu'il y a toute la tendance des C15. Tout le monde adore les C15. Mais le Dacia Jogger est une espèce de truc où tu te dis... T'es jeune, t'as envie d'avoir du stockage, tu veux partir, tu veux barouder, tu veux... Alors, l'avantage du Jogger, bon, c'est un monospace, mais
c'est que il est facilement aménageable. J'étais justement, quand je suis allé chercher la Stone avec mon cadreur, lui, il a un jogger. Il me dit, pour moi, c'est génial, tu peux charger des trucs, tu peux partir en road trip avec. C'est une caisse intelligente, économique. Donc, il va y avoir un truc avec le jogger qui représente bien, si tu veux, l'esprit Dacia de on baroude, on s'en va, on s'en fout, on est les gens intelligents de l'automobile. Donc retenez le jogger. Ouais, alors sur là, je crois que PayPal, pardon. Tu parles de l'élément graphique, ouais. Cet élément-là, il est aussi sur le Duster, donc il y a aussi une espèce de filiation dans la gamme, une espèce de logique quand même. Et ils le font pour cacher sur le Duster le fait que ce soit une porte de Sandero. Exactement. On dirait une Citroën Ami en version 4x4. Sans parler d'électrique, on a en termes de gamme au sein même de la gamme Dacia mieux pour le même tarif. Ouais, ça ressemble un peu au Citroën Ami d'une certaine manière. Bon, c'est pas vraiment la même gamme, c'est pas vraiment les mêmes gabarits non plus, mais c'est la même philosophie d'une petite voiture urbaine. Là, pour le coup, c'est pas un compétiteur, j'imagine, mais puisque ça s'adresse pas exactement au même profil, mais c'est l'esprit, c'est clairement l'esprit. Gilles qui dit « Je viens de découvrir ta chaîne et je voulais te dire que tu fais vraiment un boulot de fou. » Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'avais vraiment pas pensé au Defender en voyant le hipster, mais t'as totalement raison, c'est ouf les éléments copiés. Alors, évidemment, quand on voit ça, bon, on pense pas tout de suite au def, mais moi, quand j'ai vu le premier truc, je me suis dit, ok, là, ils nous ont fait un petit coffre-fort, un petit truc robuste, un petit truc... On a l'impression que même avec une pioche, ça va être difficile à casser, et c'est toute la stratégie qu'ils mettent en place, je vous l'avais dit dans ma vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, prenez le temps, mais c'est toute la stratégie de Dacia, de dire, vous nous connaissez pour des produits accessibles, pas chers, et simples, et en fait, maintenant, vous allez nous kiffer pour des produits robustes qui ont une âme et un esprit, et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire avec le Jogger. Donc, si on regarde ça, c'est exactement cette idée, en fait, de... Regardez, on fait une petite caisse... On fait un peu une petite caisse de merde, hein, c'est un peu pourri, pardon. On fait une petite caisse banale, elle est naze, on a un mauvais package, on a plein de contraintes, mais on va trouver des éléments de design qui font que on va la rendre cool. Autre exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est cette espèce de rocker pareil, très graphique, il n'y a pas de recherche de... Il n'y a pas de recherche de fluidité, on n'est pas en train de mettre un angle à la ligne ou un peu de tension. C'est vraiment un rectangle posé au sol, ou en tout cas posé en bas. Alors évidemment, visuellement, ça permet d'alléger tout le side panel, allégé à mort, mais aussi ça donne un peu ce côté, comme si, bon, on peut envoyer des graviers dessus, ça peut être robuste, il n'y a pas de souci. Ça, c'est aussi un truc qui est dicté par le design, c'est le design qui veut ça, pour justement améliorer la perception du véhicule sans pour autant changer ni les caractéristiques ni rien en fait. Salut Max, est-ce que ce hipster te rappelle pas le concept Citroën Oli? Ouais, un peu dans l'esprit. Dans l'esprit, alors le Oli était un peu... Je vais juste vous remettre le Citroën Oli pour ceux qui l'ont pas en tête. Je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Hop. Si je repasse ici et que je vous montre le Citroën Oli. Voilà, ça c'était le Citroën Oli. Waouh. Hop là. Donc pareil, hein, c'était à peu près la même idée d'un véhicule super urbain, super robuste. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est tous ces trucs bleus là, mais vous m'en voudrez pas. Voilà, l'idée du Oli, c'était on fait un véhicule super urbain, super robuste. Voilà, on le voit ici en comparaison avec la Citroën Ami, version un peu haute sur pattes. Salut Thomas. Je sais pas, ouais, si tu viens d'arriver, t'as raté un peu d'infos sur la Dacia, mais t'inquiète. Je vous préviens aussi pour ceux qui pourraient pas nous suivre jusqu'au bout. Alors évidemment, moi, j'ai plutôt plaisir à ce que vous restiez là jusqu'au bout, puisque ça me permet d'échanger avec vous jusqu'au bout. On aura aussi une partie live only qui sera pas rediffusée, mais il y a une chaîne de rediff, si vous voulez, sur YouTube. Si à un moment donné, vous loupez des éléments, ben, je remets les gros topics des lives sur cette chaîne secondaire, sur laquelle je fais pas de promo ailleurs que sur live. C'est juste pour vous, si jamais vous avez besoin de revoir quelque chose ou envie, ben, vous savez qu'elle existe. Donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas, le Citroën Oli, c'était un petit peu le même esprit, pardon, mais pas tout à fait aussi brutal que le Dacia. On sent que le Dacia, il y a
une vraie volonté de faire le minimum du minimum. Alors que dans le Citroën Oli, quand on a une découpe de vitres comme ça, quand on a un pare-brise très vertical, les optiques telles qu'ils sont, etc., on se dit, bon, il y a eu quand même une volonté de faire un truc quand même, on va montrer que c'est robuste, mais c'est quand même, comment on pourrait le dire en français, c'est quand même sophistiqué d'une certaine manière, ou en tout cas, il y a un truc qui a été poussé, alors que sur notre petit Dacia, si je vous le remets ici, ça paraît beaucoup plus brutal, hein. Notamment sur la face avant. Bon, on a la seule finesse qui existe, c'est dans le logo, avec ces petits traits, ces petits éléments, un logo un peu taffé, une signature lumineuse avec les pixels, pour montrer qu'il y a un petit peu de sophistication, mais sinon rien, hein. On a juste un bumper énorme en plastique, pas vraiment d'expression. Et vous voyez ce petit rocker sur le côté, qui est juste une extrusion pour montrer, regardez comment on est badass, comment on est costaud, regardez comme cette voiture peut être prête à aller dans les chemins, ce qui est absolument, évidemment, pas le cas. Et l'autre élément aussi, du coup, c'est ces passages de roues énormes que vous en conviendrez avec moi, on n'en aura jamais besoin en ville. C'est vraiment les codes de l'off-road ici qui sont absorbés sur cette Dacia. Donc, ça crée, mine de rien, un ensemble cohérent. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est une Aventador SVJ, je suis pas en train de vous dire que je suis client, mais si on se parle de design, ça reste un objet intéressant. Quand on rentre un peu dans le détail, mine de rien, c'est quand même intéressant. Salut mon Cyril. En fait, Dacia est arrivé avec le premier défi de faire une voiture bien construite, fiable, équipée pour pas cher. Et aujourd'hui, le fait de savoir faire ça, ça leur permet de se lâcher un peu. Comme mettre 155 chevaux dans une Sandero. Ouais, exactement. D'ailleurs, quand je travaillais au Brésil, chez Renault, on faisait des Dacia rebadgés Renault, puisqu'en fait, l'image de Renault est bien supérieure à l'image de Dacia au Brésil. Donc, la gamme de Renault au Brésil et dans les pays émergents, c'était des Dacia sur lesquels on mettait un badge Renault. Exemple, on faisait des Renault Duster, juste avec un changement de logo à l'avant. Et on faisait des Renault Sandero, et il existe au Brésil la Renault Sandero RS. Et à chaque fois que j'en parlais à mes potes en France, à mes copains designers et tout, je sais qu'au Brésil, il existe une Renault Sandero RS, moteur thermique, je sais plus c'était combien de chevaux, mais c'était, oui, 150 TD. Tout le monde me dit, putain, mais moi je veux ça en fait, je veux une Renault Sandero RS pour aller au circuit. Donc ça, c'est vraiment, on l'a jamais eu et on l'aura jamais. Yogiro, le nom de la chaîne secondaire, c'est le designer-VOD. Comme ça, tu pourras retrouver sur YouTube si jamais tu as besoin. Hello qui nous dit, ouais, c'est devenu une marque super cool. Mais Dacia, c'était justement tout le but. C'était tout le but d'ajouter un peu de fun, un peu de cool, un peu de solidité, de robustesse dans leur design. Et donc, ça passe par cet aspect Defender-like que je vous expliquais. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, l'aspect Defender-like, comme je vous disais, c'est premier élément, le toit flottant qui vient apporter de la hauteur. Deuxième élément, le pilier A qui se termine par un élément graphique vertical très simple qui permet de symboliser, ici en plus il n'y a pas de capot, donc ça permet de symboliser un micro-capot et de donner quelque chose à manger à l'œil. Je dis toujours ça, c'est important que même si on fait un design très simple, il faut que l'œil il ait des petits trucs à manger, sinon on s'ennuie. Et là, dans cette side view, il y a ça. Le troisième élément, c'est évidemment le bloc graphique sur la surface vitrée, qui n'a pas d'utilité en soi sur le Defender, mais qui vient juste rigidifier la caisse, lui donner un côté un peu plus robuste. Et là, exactement pareil sur cette Dacia, pas d'utilité en soi, sauf peut-être l'utilité de venir montrer que ici il y a une interaction avec la carrosserie, puisque ici il y a la poignée. Le rocker, évidemment, qui n'est pas un élément précis des Defender, mais qui est un élément de tous les off-road que Dacia a décidé de nous remettre bien en évidence en créant ce rectangle extrudé. Les passages de roues qui servent jamais à rien en ville, ou en tout cas qui, là, ne serviront pas, qui sont du pur code off-road, qui sont hyper marqués. Il y a même, on le voit, un espèce de travail de texture avec des petites lames à l'intérieur pour montrer, regarde comment on est robuste, c'est pas juste du plastique brillant, c'est très mat, très fonctionnel. Et le dernier point qui pour moi était quand même le plus évident, est-ce que quelqu'un a trouvé le dernier point qui pour moi, en fait c'est même le premier qui m'a fait penser au Defender immédiatement, ou est-ce qu'on le verra bien ? On le verra bien ici.
On le verra bien sur cette image. Il y a un truc qui est extrêmement Defender, et au-delà d'être extrêmement Defender, qui n'est sur aucune caisse. C'est-à-dire, effectivement, l'élément graphique, le rocker, le pilier A, tu peux retrouver tout ça, ou le toit flottant, tu peux retrouver tout ça sur d'autres caisses, mais il y a un truc qui a là été chopé du def, et qui est juste sur le def, c'est ça, les gars. C'est l'espèce de volume de ceinture de caisse. La ceinture de caisse qui fait juste un petit congé, qui se décale légèrement ici, tac, on a un petit congé qui vient choper un rayon de lumière et qui parcourt de A à Z toute la caisse. Si je vous remets la side view des Defender et de la Dacia, c'est d'une évidence. Alors évidemment, sur le nouveau, il est marqué, il est représenté, il parcourt tout le long de la voiture, mais c'est pas aussi rond. Par contre, sur le premier, c'est pour ça que je vous ai mis l'image du premier, c'est que c'est sans équivoque, hein, je pense que vous l'avez tous déjà observé. Cette espèce de chanfrein tout petit qui donne sa personnalité à la caisse et qui fait que, en vue de face, t'as vraiment la cabine et hop, cette petite épaule, ce petit congé, et ben, qu'est-ce qu'ils nous ont fait chez Dacia? Ils nous ont fait exactement le même. Si je vous montre ça comme ça, vous allez bien le voir. Voilà, hop. Allez, je redézoome un petit coup. Voilà. Il est là. Exactement ce volume, cette petite rondeur qui est... cette petite rondeur qui est typique def. Porte-à-faux, ils les ont enlevés pour pas qu'elle soit trop longue. Ouais, exactement. Hein, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la catégorie des keycars, donc les voitures au Japon qui doivent faire moins de 4 mètres. C'est pour ça qu'on a des porte-à-faux hyper courts. Puis les porte-à-faux hyper courts, on le voit ici sur le def, c'est un code du off-road. Pas que du def, mais évidemment, plus tu as un porte-à-faux court à l'avant, plus ta roue avant, elle peut passer dans les ornières et dans les différents endroits. Donc c'est un code de off-road impeccable. Le Manco, bien vu, t'avais chopé le dernier élément avant que je le donne. Ça, c'est un bon... C'est un fin limier du design, ça. C'est un observateur précis. Et ouais, Charles, t'as raison. Salut Charles, d'ailleurs. Il y a un truc aussi en 3/4. Hein. On voit bien sur ce visuel-là que comme sur le Defender, on a un toit qui démarre par une pente et ensuite qui s'aplanit. Et ben, c'est exactement ce qu'on a ici, visuellement. Je sais pas si ça se voit bien dans mes side views, mais voilà. Alors, vous voyez sur le def, alors sur le premier, évidemment, hein, on a ce toit en deux parties. Une première partie avec un angle et ensuite une ligne très horizontale qui va jusqu'au bout. Idem sur le nouveau, il y a quand même plus de rondeur, mais c'est quelque chose qui avait pour vocation à être conservé. Et sur la Dacia, alors on le voit moins à cause de toute la partie blanche, mais la réalité, c'est que le toit, jusqu'ici, il suit une ligne logique, et après, une ligne, en tout cas, logique, toutes les lignes sont logiques, il suit une ligne quasiment parallèle au sol, et d'un coup, il va plonger pour aller rattraper, ce qui permet, en vue de 3/4, d'avoir ces deux petits éléments ici, les petits ergots, qui vont ressortir. Et ça sert à rien, hein, les petites tours du château fort, mais ça donne ce côté robuste, ce côté costaud. Donc, sincèrement, je me suis quand même pas mal régalé en regardant cette caisse, en me disant, tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé sur Photoshop à prendre un Defender, à le squeezer pour que ça rentre dans les contraintes qui existent, et à essayer de redispatcher les différents éléments du def pour avoir un truc qui soit robuste, même si c'est une toute petite caisse, dont évidemment, j'espère, personne ici ne sera client. Non pas que ce soit une mauvaise caisse, mais je vous souhaite d'avoir un peu plus d'espace que 4 mètres pour rouler. Alors un autre truc quand même qui est intéressant, c'est que depuis le temps que je vois des gens qui me disent « Ah, moi j'aimerais trop vraiment une voiture toute simple. Je comprends pas pourquoi les constructeurs ils font des voitures compliquées, ils font des grosses voitures. On en a marre des SUV, on en a marre des trucs lourds. Ramenez-nous de la simplicité, faites une caisse hyper clean, hyper nette, qui a pas de superflu. » Bon bah voilà les gars, votre prière a été entendue, votre vœu est exaucé. Dacia vous sort une voiture quasiment sans superflu, très simple, très légère, faite pour la ville. C'est pas un SUV, c'est la voiture minimale, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une demande qu'il va en avoir une aussi de plus en plus pour des produits
simples, finalement, qui n'en font pas trop. Alors, on se parle là, pas forcément de l'attente du grand public, hein, mais entre nous, c'est quelque chose que j'entends beaucoup quand on parle de design. Salut John! Je vois que t'es bien rentré, merci d'être là. Arthur qui dit, est-ce que tu sais les statistiques, le poids que ça fait et les chevaux? Franchement non, j'ai pas regardé, moi je me suis concentré sur le design de ce petit pou de chez Dacia. Et si quelqu'un l'a dans les commentaires, eh ben, n'hésitez pas à donner l'info. Combien ça pèse ce truc? À combien ça performe en termes de puissance? Ouais, Crapeti dit à l'intérieur qui existe, hein, c'est juste que moi je me suis pas focus à vous le montrer. Je vais le faire maintenant. On va retourner sur Netcar Show. Hop! Ça, c'est le Oli qu'on regardait tout à l'heure. Et si je vous sors le hipster, pour ceux qui arrivent en cours de route, dites-moi ce que vous pensez du nom hipster. Je trouve ça ridicule. Voilà, peut-être qu'ici, il y a un peu moins de couleurs. On va un peu mieux voir les choses. Regardez cette dame comme elle a l'air contente. Toujours, on a des mecs très sérieux dans les photos de presse. Et puis là, cette petite dame avec ses petites lunettes qui est ravie de conduire un magnifique hipster. Ah oui, un autre truc intéressant aussi. Alors, il faut que je vous trouve une image qui va être un peu plus parlante pour vous parler de ça. Je ne l'ai pas mis dans mes... Voilà, tac. Regardez-moi ça. Il y a un truc qui existe dans les... Un truc qui existe dans le monde du off-road et dans les voitures qui ont des grandes... des grands toits, en fait. Des grandes surfaces pour le toit. Il faut mettre de la rigidité d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon... Vous avez un toit qui fait woum, woum, en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Il faut rigidifier tout ça. Et donc, la méthode, c'est de faire des espèces de stripes, des lignes dans le toit pour rigidifier la surface, en fait. Et ici, c'est pas une surface qui est très grande, mais Dacia a décidé de le faire. En plus, ils ont intégré leur logo ici dans le toit. Vous avez toutes ces espèces de lignes de force un peu crantées qui viennent nous donner de la rigidité dans le toit et nous donner cette impression de robustesse qui évidemment n'est pas nécessaire, puisque c'est pas non plus un volume énorme, c'est une voiture qui fait moins de 4 mètres, donc il n'y a pas de raison, mais ça rajoute encore une fois, encore un truc qui participe à ce côté baroudeur de la caisse, et regardez comment on peut faire des bagnoles costauds. Voilà, il y a vraiment pas de finesse dans ce design, et pourtant tout est très étudié, tout est travaillé. Alors à l'intérieur, je vais vous montrer cette image-là, qui est peut-être la plus parlante. L'idée c'est, ayez votre iPhone, utilisez Waze. Pas de grand écran comme chez BM ou chez Mercedes. Un intérieur, somme toute assez simple, des sièges qui ont l'air moyennement confortables, mais bon, c'est une toute petite voiture de ville, hein, donc c'est pas fait pour faire de la route. J'ai vu dans le chat que ça pesait 800 kg. C'est rare, hein, maintenant, des caisses qui font 800 kg. Et après, bon, c'est un intérieur de concept, donc évidemment que on est loin de ce qui peut se faire en réalité, mais voilà, vous voyez que l'idée de simplicité, elle est toujours présente. C'est vrai que je trouve que les images de presse sont très colorées, c'est un peu extrême même, je trouve. Pour une caisse qui se veut relativement simple, on a l'impression que c'est... Waouh. On a cette espèce de truc là, cette banquette qui sort pour faire comme un banc peut-être. Je me penche en direct avec vous sur l'inter de la caisse. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'extérieur et c'est surtout ce lien avec le Defender qui est évident. Et si vous ne l'aviez pas catché, j'espère que que maintenant ça vous semble évident et que j'ai réussi à bien expliquer mon point. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je ne vois qu'un exercice de déconstruction et de reconstruction d'un Defender sur une plateforme beaucoup plus petite. L'intérieur, c'est pour faire un grand coffre style utilitaire. J'ai vu ça dans une vidéo d'Octane. C'est vrai. Je vais vous rebalancer hop, le partage d'écran. Probablement, je pense que l'idée de la caisse, c'est d'amener de la modularité et de la liberté. Voilà. Si tu peux plier tes sièges totalement, tu peux être totalement libre. Et imaginons que demain, tu es un serrurier ou tu es un artisan qui n'a pas énormément de matos. Au lieu de te balader en ville avec un master ou un trafic, peut-être tu peux aller avec un petit Dacia hipster chez tes clients. Je pense qu'il y a une idée dans ce sens-là. Ouais. 800 kilos, c'est quand même pas lourd.
Et on verra. Alors, pareil, je me suis pas du tout renseigné. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir la vidéo d'Octane à ce sujet. Mais je me suis pas du tout renseigné de est-ce que il y a une série qui est prévue, qu'est-ce que ça annonce. Regardez-moi cette belle image. Vous avez tout l'esprit de la caisse ici. Vous avez un petit truc très robuste dans un environnement nature. Toujours notre petite... hop là, notre petite dame à l'intérieur avec ses lunettes. Elle est contente. Il faut que je vous arrive à dézoomer ça, mais... je n'y arrive pas. Je me suis perdu là. Voilà, tac. Voilà, hop. Elle est dans un terrain qu'on peut qualifier de off-road, mais il n'y a pas du tout de... il n'y a pas du tout de cailloux ni rien, quoi. C'est une route goudronnée, mais juste avec des herbes qui n'ont pas été coupées autour. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour ce nouveau Dacia hipster. C'est que pour moi, j'y vois vraiment un Defender, finalement. Un micro-Defender. Un micro-Defender. Verdict final, je ne suis pas client, je pense que vous non plus, mais c'est quand même intéressant de se dire sur un tout petit objet comme ça, qu'on puisse à la fois réussir à passer toutes les contraintes, et encore c'est pas en prod donc je dis ça, c'est facile pour un concept, on peut toujours annoncer ce qu'on veut, mais bon, je serais pas surpris qu'il l'envoie en prod d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on passe, les gars? Ouais, on va passer, il est 20h45, j'ai fait beaucoup plus long que ce que je pensais sur ce Dacia Hipster, qui, en soi, au premier abord, je reçois la notif de Netcar Show sur mon téléphone, je me dis, bon, concept car Dacia, ça va pas être une folie, et en fait, eh ben, il y a des choses à dire sur ce Hipster. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du live. Attendez, si je me remets là, je vais vous relire un petit peu dans le chat. La Lambo. Thomas qui dit c'est intéressant, je trouve que ça raconte beaucoup de choses. Bah exactement, en fait, c'est ça que moi, qui me fascine à chaque fois, c'est comment avec un produit qui sort, une release d'une nouveauté, tu peux comprendre toute la stratégie de Dacia, toute la philosophie qu'ils essayent de mettre autour de la marque. Même s'ils en vendent pas, ils te mettent dans la tête que même leurs petites caisses urbaines peuvent être off-road, cool, solide. Donc ça colle parfaitement à leur stratégie, en tout cas à ce que j'imagine être leur stratégie, puisque je suis pas dans les petits papiers, mais c'est exactement la stratégie que j'avais décrite en vidéo il y a plus d'1 an. Donc, tant que ça va dans ce sens-là, ça continue à valider le fait que j'ai raison. Donc, ça ne vaut rien. Mais pour moi, je me dis, ça va, t'as pas été trop bête. T'as pas dit n'importe quoi en vidéo. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour ceux qui nous rejoignent, merci à tous d'être là, les gars. On va passer à la deuxième partie, puisqu'il y a des nouveautés cette semaine. Hein. On va parler de Lambo. On a parlé signature lumineuse ici. Sur la Dacia, bon. Salut Maxime. Sur la Dacia, on n'a pas spécialement parlé de la signature lumineuse. C'est du pixel assez simple. En revanche, on a parlé de Equipoto. Et je le redis maintenant, parce que je l'ai dit en début de live. Maintenant, on est un peu plus nombreux, les gars. On était hier avec Jonathan, qui est ici dans le chat, un dîner organisé pour les 50 ans du salon Equipoto. Et j'y serai samedi. Pour ceux qui sont sur place, venez faire coucou. Je fais la remise des prix du Grand Prix d'Art de Equipoto vers 10h30 samedi matin. Et on va faire aussi une masterclass sur la création digitale, l'automobile, avec d'autres créateurs de contenu, dont Nicolas le vendeur auto, French Painter, il y a Jeanne, j'ai oublié son nom de famille, mais elle m'en voudra pas, parce qu'on se connaît pas encore, qui fait du covering et qui partage son expertise et la vie de son entreprise sur les réseaux. Et ce sera animé par Yann de Dans la boîte à gants, donc j'ai vraiment hâte d'y être, ça va être cool. Donc si vous êtes... au salon Equipoto, si vous avez la chance d'y aller, ben, on se retrouve là-bas, on se verra. Ça, c'était vraiment la toute première partie du planning. On a fait la Dacia Hipster. Encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, je vous le dis dans le live, j'en ferai pas la promo ailleurs. Je vais pas faire la promo ni sur Instagram, ni sur ma chaîne YouTube, ma grande chaîne YouTube que vous connaissez, mais il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Le Designer VOD, où vous pouvez voir les replays. Si vous avez loupé un morceau, je vous mets toutes les grandes parties en replay, comme ça vous pouvez l'écouter à tête reposée, en dessinant, etc. etc. Salut Duckman, merci d'être là, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, l'équipe, c'est qu'on passe à la deuxième partie de ce live, puisqu'on va se parler de ça. Alors, de prime abord, je suis curieux d'avoir votre avis, écrivez-moi dans le chat ce que vous en pensez de cette nouvelle Lamborghini, c'est la Lamborghini Manifesto. C'est
La nouveauté de Lambo, évidemment, c'est un concept qui est là pour célébrer les 20 ans du studio de style, du Centro Style de Lamborghini à Sant'Agata Bolognese. Nouveau concept, nouvelle supercar, c'est Lambo, c'est normal. Ils nous ont déjà fait des concepts qui sont pas des supercars. Hein. Il y a eu la Lanzador, il y a eu la S-Stock, il y a eu le Urus, bien sûr. Mais là, ils nous proposent une nouvelle supercar dans le pur style de Lamborghini. Et j'avais envie de vous en parler, puisque on va voir que c'est vraiment le pur style de Lambo qui arrive. Alors, première chose, évidemment, dont j'ai envie de vous parler, je reprends mon petit carré jaune. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant aussi, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Les gars, ma palette graphique que j'ai planifiée, que j'utilise tout le temps, je ne sais pas pourquoi, elle ne fonctionne plus. Donc, je vous montre à l'aide de ce petit carré jaune les éléments dont je parle. Et j'ai l'impression que sur la Dacia, ça a fonctionné. Donc, on continue comme ça. Il y a Maxime dans le chat qui dit de face plutôt réussi, mais de côté, l'avant n'est pas réussi. Alors, évidemment, c'est une caisse extrême, donc les proportions sont extrêmes. C'est pas toujours évident à rendre en photo. Hein. Je vous dis toujours, jugeons les caisses en vrai si on a l'opportunité. Celle-là, j'ai pas eu l'opportunité de la voir en vrai. On va la voir prochainement, peut-être sur des événements, peut-être dans un prochain salon. Aujourd'hui, on doit se contenter des images qui sont fournies par Lambo sur le web. Donc, on a du mal, je pense, à appréhender le fait que c'est des proportions extra plates, c'est une voiture très basse, très large. C'est vraiment l'expression ultime de ce que fait Lambo et de ce que veut faire Lambo. Et la première chose qui est intéressante à remarquer, c'est une signature lumineuse assumée avec ce que j'appelle le Lightning en Y. Lightning en Y, qui va arriver, qui va être décliné sur toutes les prochaines Lambo. Tiens, je suis curieux d'aller voir sur Netcar Show, sur les anciennes Lambo, en tout cas, sur celles qui viennent de sortir. Si je vous mets là, hop, vous inquiétez pas, hein, on va pas revenir sur la petite Dacia. On repart chez Lambo. Tac, Lamborghini. Alors, on avait la Fenomeno. Ce qui me semble avoir déjà vu des... Il me semble avoir déjà vu des Lambo, voilà, comme cette Manifesto, qui ont... Voilà. En fait, c'est ça. C'est que il y a depuis un moment chez Lambo cette idée qu'on peut faire, vu qu'ils ont toujours un avant très pointu, un avant très acéré, c'est c'est l'état d'esprit de Lambo depuis toujours, un avant de conquête. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Lambo prochainement. C'est un script qui est démarré mais qui n'est pas fini. Cette signature en Y avec les trois axes, c'est un truc qu'on a vu. Alors, je vous ai sorti celle-là, mais il y en a eu d'autres. Et donc là, Lambo assume que, ok, on va aller plus loin avec cette signature lumineuse. On va aller venir commencer à la mettre sur nos produits, nos vrais produits. Et donc, il y a un truc intéressant à faire. Je vois dans le chat, Yves nous dit un avant de taureau. Ben, c'est tout l'esprit de Lamborghini. On va voir si ça se poursuit, mais je trouve que, en tout cas, graphiquement, c'est fort. On peut aimer, ne pas aimer. Je vais vous montrer une autre image. On peut aimer, ne pas aimer, mais là, dans ton rétroviseur, quand tu vas voir ça, tu vas savoir que c'est une Lambo et tu vas savoir qu'il ne faut pas rester sur la voie de gauche et qu'il faut vite se bouger. Donc, c'est l'esprit d'agressivité éternelle de Lamborghini. Il est là et je trouve ça très intéressant. Lambo, c'est toujours des lignes de quart, des plis très marqués. Et là, on l'a même jusque dans la signature lumineuse. Après, sur l'objet en tant que tel, c'est un objet qui est quand même très... comment on va dire ça? J'aurais dit light, c'est fin en fait. Il y a beaucoup de finesse. Le fait qu'ici, on n'ait pas vraiment d'explication sur ce qui va se passer en dessous. Donc, on a la pointe. Ici, tu as toujours la pointe de Lambo, donc le logo. Et puis, si je vous montre sur une autre image, ce sera plus parlant. Voilà. Les capots de Lamborghini finissent toujours en pointe. Même si là, on a un peu de rondeur, on a un peu de tension. C'est vrai, j'ai vu ça dans le chat aussi. Il y a de plus en plus de rondeur. Ça reste une Lambo, hein, c'est vraiment découpé à la serpe. Mais on sent qu'il y a un peu plus de tension qui est amenée. Et donc, on a cette pointe typiquement Lamborghini, avec le point culminant du capot à l'avant, qui est vraiment le point le plus à l'avant de la caisse, en mode attaque permanente. Mais en dessous, bon, ils n'ont pas détaillé ce qui se passe. En vrai, il y aura de l'aéro, du refroidissement. Sur toutes les caisses, ce sera comme ça. Et à l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, c'est vide, en fait. Si t'aimes les diffuseurs avec des grandes lames,
et beaucoup d'espace, on va dire, bah là, tu as juste une signature lumineuse en Y, un lambeau dans lequel on vient de caler le petit nom de Lamborghini, et juste un énorme diffuseur. C'est un concept. Ça ne sera pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est quand même très intéressant. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette side view. Parce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat que l'avant était intéressant, mais pas le profil. Je sais pas ce que vous en pensez de cette ville, de cette vue de profil. Évidemment, on se parle d'un concept. Salut, Amiral Marin. Content que tu sois venu nous rejoindre. On se parle d'un concept. Mais là où on peut quand même trouver que Lambo, ces derniers temps, notamment avec cette caisse-là, je vais vous la montrer. Il y a une caisse chez Lambo. Chez Lamborghini, voilà, celle-là, la Phénoméno, qui est pareil, censée être une représentante de ce que va être le style de Lambo, ou une évolution de la Sian. Je ne connais pas votre opinion là-dessus. Ah ben voilà, c'est là-dessus qu'on a vu aussi ces optiques dans un premier temps. Le Y, les 3 branches, avec un cul noir, on va dire. Tout l'arrière est vide et il n'y a que de la partie technique, et c'est un peu aussi ce qu'on voit sur la Manifesto. C'est là qu'on a vu ces feux, mais en vue de profil et même sur les différents angles qu'on pouvait voir de cette caisse, je l'ai trouvé très compliqué. Je me suis dit, tiens, dommage, moi j'aime bien quand les choses parlent d'elles-mêmes, là j'ai l'impression qu'on a envie de me donner beaucoup trop d'infos. Il y a trop de choses qui se passent. Mon œil ne sait même pas où se poser. Mon œil ne sait même... Mon œil ne sait même pas où se poser. Ici, ouais, tous les éléments sont en taille x200. Exactement. T'as de la prise d'air au capot x200. Ici, à mon avis, c'est du DRL ou du lumineux x200. Les écopes x200. Cette grosse ligne qui vient créer le graphisme sur la side view, énorme aussi. Tout est presque grossier, j'ai envie de dire. Et du coup, moi, quand je vois plutôt ça, je me dis, ah, là on revient à quelque chose de raisonnable. On revient à quelque chose qui n'est pas une Mansory, comme je vois dans le chat, qui est pas agressive, pas trop agressive finalement. Il y a une forme de puissance, il y a une forme de... Ça traduit de la rapidité, mais je vois pas une agression visuelle. Je vois juste un espèce de... On va tirer les éléments qui sont Lambo et on va les remettre dans la nouvelle caisse sans être trop obvious, pas faire des choses trop évidentes. Et c'est quoi ces éléments les éléments Lamborghini? En fait, c'est pour ça que j'aime bien ce concept, parce que c'est la plus pure expression de ce qu'est une Lambo. Notamment en side view. On a d'un côté, ok les gars, on va arriver sur le marché avec des produits qui vont avoir cette signature lumineuse en Y. Ça, c'est acté pour nous. Nous, Macaque Together, nous sommes prêts à l'entendre. On va arriver avec des trucs très aéros, très épurés, ok, et on va arriver avec le cœur de ce qu'est Lambo. Et pour ça, j'ai pris le temps, regardez-moi ce beau collage, de nous remettre en mémoire c'est quoi une Lamborghini. C'est quoi une Lamborghini? Je vois dans le chat, arrière très Countach, single wedge shape. Exactement. On est en fait dans la reprise de ce qu'est Lambo. Allez, je vais juste peut-être copier celle-là. Comme ça, je peux vous la mettre avec les autres. Tac. Je le fais en live, ça va être un peu cracra, mais au moins, on se la garde de côté. Hop là. Comme ça, on va le supprimer. Voilà, je vous la mets en tout petit, vous m'en voulez pas, c'est juste pour qu'on l'ait avec les autres. Évidemment, du coup, elles sont plus dans l'ordre. Mais j'aime l'idée qu'on retrouve les codes de Lambo. Lambo, pour moi, plusieurs choses. Le premier élément distinctif d'une Lamborghini, contrairement à toutes les autres marques, ou en tout cas ce qui fait vraiment leur identité, c'est une ligne, la ligne Y0 continue. Donc la ligne Y0, c'est la ligne du milieu de la caisse,
je pense que vous le savez si vous regardez les vidéos, la ligne qui divise la voiture en deux quand on la regarde vue de face. Sur une Countach, même à l'époque, une Countach était quand même quelque chose de très géométrique. Hein. C'est les voitures des années 80, c'est très géométrique, très wedge. On a une seule ligne pour dessiner cette ligne Y0. Sur la Murcielago, pareil, on a un léger décroché au niveau du capot, mais on peut globalement tracer le tout en un seul coup de crayon. Sur la Aventador, vous le voyez autant que moi, c'est très parlant en fait quand on les met toutes côte à côte. Tout ça se fait en une seule ligne. Sur la nouvelle Revuelto, même esprit. Alors, évidemment, on a plus ou moins de volume sur les roues, on a plus ou moins de décrochage avec le capot, mais dans l'idée, c'est toujours presque des monocorps, les Lambo. Donc cette ligne-là, on la retrouve parfaitement ici. C'est même la reprise la plus extrême de, ok, comme une Countach, on va vraiment ne faire qu'une seule ligne. Ce qui fait qu'en vue de... Je vais juste bouger mon petit carré. Ce qui fait qu'en vue de face, t'as ce pare-brise, entre guillemets, on va dire, la surface vitrée, qui vient très très loin devant. Qui fait un capot tout rikiki, tout petit. Mais ça permet d'avoir en vue de profil ce truc très plongeant, très dynamique, avec une seule ligne. Deuxième élément qui est typique de Lamborghini, on va reprendre nos side view avec toutes les anciennes. Il y a toujours, et de plus en plus, un élément, une découpe dans le side panel, donc au niveau du flanc de la voiture, il y a toujours une chose qui ressort, qu'on doit noter. Sur la Countach, on avait cette prise d'air, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est les prises d'air assez classiques qu'on voyait sur la F40, les prises d'air les plus aéro possibles à l'époque. C'était un élément hyper fort, il y avait la poignée cachée dedans. On reconnaissait le side view à ça. Sur la Murcielago, c'est déplacé en bas, mais on a bien toute cette entrée d'air qui vient nourrir le moteur, et ça crée un truc qui visuellement est fort, et là en plus ça permet d'alléger la hauteur de la caisse. Parce que je crois que la Murcielago est une des plus hautes, hein. Il y avait vraiment le fait de loger le V12, alors je dis ça, ça reste une voiture extrêmement basse, mais ça permet bien d'équilibrer. Sur la Aventador, c'était encore plus marqué, c'était encore plus visible, là c'était assumé, dans cet esprit, mais en allant encore plus loin, et d'ailleurs, ça m'avait fait un peu câblé quand j'ai découvert l'Aventador. Moi, c'est pour ça que j'adore l'Aventador. J'en ai une là. Voilà. Ça, les gars, c'est ma première Aventador. Bon, pour l'instant, je rentre pas dedans, mais peut-être un jour, il y en aura une deuxième. En tout cas, ce que j'avais kiffé, et c'est pour ça que j'adore la première Aventador, c'est parce que qu'est-ce qu'on a sur la side view? A vent, a door. On a une prise d'air et une porte. Et donc, j'ai trouvé... Je me suis toujours dit, il doit y avoir un truc avec ça. Et donc, la Revuelto, pareil, bon là, le graphisme est encore plus fort parce que c'est vraiment la période, ces années-là de design où t'as quand même de plus en plus de complications progressives chez Lambo. Et maintenant, on revient à un truc extrêmement clean. Donc, tu vois, on a une ligne sur le side panel, une seule, qui crée un volume sur lequel tu rentres là, mais tu mets bien ta roue arrière en valeur. Donc en fait, en vue de 3/4, je pense que j'en ai pas des belles vues de 3/4 parce qu'ils les ont pas forcément communiquées. Non, on la verra pas ici. Ici, voilà. Ici, t'as ta roue, t'as ton espèce de muscle tout entier qui sort grâce à cette ligne. Donc hyper intéressant qu'ils reviennent à cet élément graphique fort, identifiable. On en a deux. On a la ligne Y0, le side panel ici travaillé avec un élément visible. On a ensuite un troisième élément qui est la découpe des passages de roues. Très étonnant pour des véhicules sportifs. En général, les véhicules sportifs, c'est passage de roues ronds. Mais la Countach a créé un précédent dans sa volonté d'avoir un design wedge. Ah, je vois, ouais, c'est Naka Duct, effectivement. Cette prise d'air-là, bien vu. Ça m'était sorti de la tête. Ça, c'est le Naka. C'est la prise d'air, entre guillemets, classique aéro qu'on voit beaucoup dans les voitures des années 80, 90. Et maintenant, qu'on revoit d'ailleurs sur les nouvelles caisses comme une espèce de hommage. Alors que maintenant, on sait faire des formes tout à fait biscornues et étranges pour faire des prises d'air. Et donc voilà, la Countach, elle a créé un précédent avec
sa volonté de faire du wedge design et d'avoir un truc très anguleux pour l'époque, on a des passages de roue qui sont pas du tout ronds, ce qui est assez rare pour une supercar. Et ça se retrouve sur la Murcielago. Et sur la Murcielago, ça permettait de, pareil, alléger un petit peu ce volume, puisque tout ce logement-là, ça fait quand même épais en vue de profil. On l'a retrouvé sur la Aventador, également sur la roue arrière. Donc c'est une espèce de découpe qui structure le passage de roue. Et on l'a retrouvé sur la Revuelto avec la ligne du rocker ici qui vient communiquer avec la pointe de l'angle ici. Et puis après, tout ça n'est pas rond, parfaitement rond. Et c'est poussé à son paroxysme ici, puisqu'on reprend quasiment, même pas quasiment, on reprend à l'extrême une découpe de Countach. Vraiment, troisième code de Lambo parfaitement intégré par ce concept Lamborghini Manifesto. Donc vous voyez que juste en une side view, on arrive à te dire, regarde, on va t'amener de la nouveauté avec ces nouvelles optiques, la nouvelle signature lumineuse, qui est quand même un des trucs hyper importants pour reconnaître une Lamborghini. On va garder notre esprit de Y0 en one shot hyper tendu, hyper fluide. On va garder notre esprit et on va le travailler d'avoir une découpe visible importante dans le side panel. Donc on revient à plus de simplicité que ce qui a été fait sur les 5-6 dernières années. Et on célèbre notre héritage avec nos passages de roue très typiques de Lambo, qui ne sont pas ronds, qui permettent de donner... C'est ça le truc, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est pas rond? Pourquoi juste ne pas faire rond? C'est pas plus mal, il y a plein d'autres caisses qui ont des passages de roue ronds, la norme dit que les passages de roue doivent être ronds. Mais pas chez Lamborghini, parce que ça permet d'amener un dynamisme de malade. T'as une caisse qui est quand même assez longue, et le fait que ton passage de roue, ta zone noire, elle vienne jusqu'ici, et celle à l'avant, c'est plutôt à l'arrière que ça se pince, et t'as tout ce volume-là qui est rétréci visuellement, ça crée une espèce de longueur qui est super intéressante, qui permet vraiment de faire en sorte qu'on ait l'impression que cette Lambo est un ovni. Un ovni qui arrivera bientôt sur nos routes. Espérons-le. Je vais juste changer la couleur de mon petit pointeur comme ça. Tac, vous allez pouvoir le voir plus facilement. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Voilà. J'ai remonté un peu vos commentaires, les gars. Savoir, il y a encore deux autres éléments dont je voulais... Non, un autre élément dont je voulais vous parler. On est d'accord, c'est une Lambo. C'est vrai que le dessin rappelle toute la lignée de V12 Atmo à partir de la Countach. Bah c'est ça. Hein. Salut Pepsi Potatoes. Porte-à-faux avant très long. Ça c'est vrai. Et encore que sur celle-ci, donc chez Lambo, c'est un des codes hyper intéressant d'avoir les porte-à-faux très longs. En tout cas, un des codes très présent sur toutes les... Hop, c'est pas ici, c'est là. Sur toutes les Lambo, les porte-à-faux sont toujours très longs parce que ça permet de ramener le museau, si tu veux, très très bas, le plus bas possible. Ça permet de continuer la courbe quasiment jusqu'au sol. Donc on a ces porte-à-faux très longs, mais je trouve que sur la Manifesto, c'est un peu contrecarré avec le Y ici qui rentre à l'intérieur, qui va visuellement te donner l'impression que c'est un peu plus court. Ça me fait un peu penser à ce qu'il y avait sur la SV, par exemple. Sur la Aventador SV. Et alors après, le bosselage, c'est pas un élément que moi j'ai noté. Évidemment que c'est important. Chez Lamborghini, il y a... Ah, il est là. Chez Lamborghini, il y a toujours depuis la Countach les espèces d'ouïes au-dessus de l'aile arrière, qu'on retrouve à chaque fois, qui font toujours un truc très sculptural, qu'on a moins du coup là-dessus, puisque la volonté c'est vraiment de repartir de l'essence d'une Lambo. On enlève tout, on enlève tout ce qui n'est pas parfaitement Lambo, parfaitement nécessaire. Le troisième élément qu'on retrouve, alors moins en side view, mais partout chez Lamborghini ailleurs, sur les fauteuils, dans les grilles de calandre. Allez, on va aller sur Netcar Show, on va se sortir une Lambo au hasard. Tac. Et vous allez voir. Bon voilà, si on se prend la Sian. Voilà. Un truc, voilà. Ça c'est l'ancien Lamborghini. C'est pas très vieux une Sian, mais c'est l'ancien Lamborghini. On peut plus faire des trucs aussi chargés, mais voilà, là on le voit bien. L'élément identitaire de Lamborghini, c'est aussi
Les hexagones. Exactement. Je vois que dans le chat, Lehman, il est chaud. Aujourd'hui, il a bon à tout. Très bonne observation. Attendez, je vous montre pas le bon. Voilà, je vous montrais ça, la cyan. La cyan, c'est quand même... Regardez d'où on vient. On vient de chez Lambeau compliqué quand même. Hein. Et c'est pas très vieux, une cyan. Mais moi, perso, cette voiture-là, elle m'avait pareil. Elle m'avait pas vraiment... Elle m'avait pas vraiment impressionné. J'étais un peu resté middle. J'étais là, bon, ok, c'est une nouvelle Lambeau, mais c'est juste un truc plus extrême. C'est sur la Cyan qu'a commencé à arriver la signature lumineuse en Y, qui rappelle un peu sur celle-là, mais peut-être parce que les optiques se continuent verticalement, ça me fait penser un peu à des cornes de taureau. Bon, quoi qu'il en soit, on voit bien sur cette caisse que l'élément fort, l'élément identitaire qu'on trouve partout chez Lamborghini, c'est l'hexagone. Si tu regardes le piquetage d'un intérieur de Lambeau, t'as des petits hexagones partout, les grilles de calandre, c'est des hexagones, les extractions d'air, tout est en hexagone, et on le retrouve moins sur les side view des autres, mais ici, on a vraiment l'hexagone qui revient sur la side view, avec un élément qui est très identifiable, c'est cette espèce de canopée, voilà, ça c'est un hexagone, tac, 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 on peut presque le finir d'une certaine manière. Donc même si ici on a plus de simplicité, plus de douceur entre guillemets, on s'entend parce que ça reste quand même une machine de guerre. Hein. On a de l'hexagone, on a cette dureté de certaines lignes, ou en tout cas des lignes de quart hyper tranchées. Donc c'est en ça que je trouve cette manifesto très intéressante. Et les hexagones, bien sûr, on les a dans le dessin des jantes. C'est presque passé inaperçu, mais on a les spokes des jantes qui sont des hexagones. Évidemment que la découpe de la roue arrière, qui est un des éléments forts, et puis aussi sur l'avant ici, c'est une forme hexagonale. Donc je trouve qu'il y a une bonne cohérence dans le design de cette nouvelle Lamborghini. Moi, personnellement, ça me donne envie de savoir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, et j'ai même envie de vous dire que, paradoxalement, je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir à quoi va ressembler le prochain Urus. Parce qu'avec cette nouvelle signature lumineuse, sur un format SUV, va pas falloir se louper. Donc c'est... Je suis curieux de voir, ça va être intéressant. Yogiro, j'espère que si elle devait sortir, elle sera pas en élec. J'ai pas d'infos là-dessus. Je pense quand même que quand on regarde la vue de profil, on se dit qu'il y a largement la place de loger un petit V12 là-dedans. Est-ce que Lambo sera parmi les dernières à le faire? J'espère. Le dessin est très particulier, avec très peu de coups de crayon par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez eux. Bah, je suis totalement d'accord, et moi, pour le coup, c'est ça qui me hype un peu, c'est ça qui m'intéresse. En fait, on a... Alors, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi, j'ai un peu digéré les Lambeaux trop agressifs, quoi. C'est pas que ça m'intéresse plus, j'adore Lamborghini, c'est pas le sujet, évidemment, c'est les super caisses, mais... Ça y est, quand on était arrivé à la Cyan, bon, là je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de pire que ça, de plus extrême, de plus agressif, de plus anguleux, de plus poussé, de plus détaillé. À un moment donné, on peut pas faire plus que ça, quoi. Une voiture de dessin animé, ça. Après, c'est super, hein, c'est un super Transformers, hein. J'y dis pas, hein. Mais je trouve que... ça vieillira plus vite. Pareil sur la Phénoméno. Donc la Phénoméno, apparemment, elle est là pour 2026. Ouah, c'est quand même un peu... Comme dirait l'autre, ça commence à faire beaucoup, là, non? Ce que j'ai toujours aimé sur une Murcielago, sur une Countach... Bon, Countach, c'est moins ma génération, donc j'ai jamais été un énorme fan. C'est un peu comme la F40 dont je vous parlais la semaine dernière, surcotée entre guillemets. Alors la Countach est moins surcotée que la F40, mais jamais été... en pamoison devant cette caisse. En revanche, une Murcielago, pour moi, c'est une des meilleures caisses en termes de design, parce que c'est esprit Lambeau, mais d'une simplicité... c'est phénoménal. Regardez-moi ça. Hormis les optiques, on est d'accord, la caisse ne vieillit pas. De toute façon, c'est ça qui fait vieillir une caisse, c'est les optiques, la signature lumineuse. Mais une Lamborghini Murcielago, c'est un dessin tellement pur, tellement simple, tellement net,
tellement bien proportionné, tellement efficace, que oui, ça a vieilli un peu, mais ça reste désirable. C'est pas... Je m'en lasse pas. On va se trouver une belle side view. Oh là là. Je peux pas me lasser de ça. C'est très pur, très efficace. Là où notre... Voilà, quand je vois ça, parce que je viens de voir que j'avais encore ma side view sur l'autre écran. Quand je vois ça, je pense à ça et je suis heureux. Je retrouve une simplicité, si vous voulez. Il y a une vraie filiation. En fait, j'ai l'impression que cette nouvelle Lambo, elle saute un certain nombre d'étapes et elle nous ramène dans un futur où on revient à l'essentiel. Ça, c'est très très intéressant. En revanche, quand je vais voir les autres, bon, voilà. Celle-là, je vous ai dit, hein, j'ai eu du mal à être emballé, quoi. Parce que j'ai trouvé que c'était juste une surenchère, de surenchère, de surenchère, et après, tu vas faire quoi? Tu vas couper la caisse en deux, tu vas rajouter 2 ailerons à l'intérieur, 2 S-ducts, voilà. C'est pas... C'est moins clean. Donc voilà, je suis content de... Hop, sur celle-ci, voilà. C'est celle-là hein, dont je vous parle, excusez-moi, j'ai pas eu le réflexe de bouger l'écran. Mais voilà, quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce que tu vas faire de plus dans la violence? Pourquoi il y a autant de violence? Et la nouvelle, elle est incroyable. Et ouais, effectivement, Dash to Axle très court. Je vois dans le live que... Dans le chat, pardon. Que on note hein, que sur toutes les Lamborghini, de toute façon, toutes leurs V12, un moteur à l'arrière, le Dash to Axle est toujours super court, pare-brise hyper plat, pour pouvoir faire passer un gros V12 atmosphérique si possible. Hop. Donc moi personnellement c'est un verdict positif que j'ai envie de donner à cette nouvelle Lamborghini Manifesto. Je pense que c'est la bonne direction. J'étais un petit peu stressé, entre guillemets, enfin stressé c'est un grand mot, mais le nouveau Head of Design de Lamborghini, qui s'appelle Mika Borkert, justement, quand il y a eu la Sian, quand il y a eu la Fenomeno, toutes ces caisses-là, je me suis dit, ok, ça va pousser dans la complication, mais jusqu'à où? Et là, du coup, je suis content qu'ils reviennent à quelque chose de plus clean. Fais des sondages, ce serait cool. Écoute, je vais pas te cacher que je ne sais pas comment faire un sondage. Vais-je y arriver un de ces quatre? Je sais pas. Je me renseignerai pour les prochains. Pour les prochains lives, on fera des sondages si vous voulez. Ça permettra d'avoir vos avis. Les avis de même des gens qui ne veulent pas s'exprimer dans le chat. Comme ça, tout le monde se sent écouté ici. Je rattrape un peu vos messages, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Slash Paul. Attends. On va se tenter le petit sondage en direct. Écoute. J'ai loupé. Je ne sais pas le faire. C'est pas très grave. Je vais pas le faire en live. Moi, on est déjà bien d'avoir la technique qui fonctionne. On va pas commencer à faire des dingueries. Surtout que... c'est le moment, si vous voulez, qu'on repasse au... Enfin, qu'on passe, parce que je vois l'heure qui tourne, au troisième sujet, qui pour moi est le gros sujet de la semaine, où j'étais très content de le voir apparaître. Alors attendez, je récupère un peu vos messages. Yves qui dit « Je préfère les Lambo que les Féfés », désolé. Il n'y a pas à être désolé, moi aussi je préfère les Lambo que les Féfés. En rajoutant une prise d'air chauve-souris sur le concept, c'est clairement une Murcielago. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut même être un peu surpris qu'il ne l'ait pas fait, mais ça marche quand même sans. Pour l'anecdote, les ions Y viennent du MiG-29 russe. Il faudrait que je check ça. J'apprécie beaucoup les dessins torturés de Lamborghini. Je trouve que c'est ce qui fait leur signature et fait penser justement à la brutalité du taureau. Cependant, c'est cool de voir des dessins plus épurés et de voir ce qu'ils sont capables de faire avec ce nouveau design. Bah, c'est ça l'idée. C'est que maintenant qu'ils reviennent à l'essentiel, ils reposent cette base de voilà qui on est Lamborghini, voilà ce qu'on fait, voilà nos codes de design, nos 3-4 codes
essentiels que vous retrouverez dans tout l'avenir de Lamborghini avec les nouveaux feux en Y. En fait, à partir du moment où tu as posé ce concept-là, tu peux mettre un statement, faire une déclaration, mais dans la prod et dans les vrais produits qui vont devoir sortir, ils vont faire des choses éminemment plus compliquées. Parce que sur une voiture de série, quand tu fais une sportive comme Lambo, tu as de l'aéroactif, tu as plein de choses, tu as plein de contraintes, tu as des radiateurs à caler. Donc, ils vont complexifier ce design-là. Mais au moins sur le concept, ils se sont pas mis de limite à voilà tout ce qu'on peut enlever. Et ça, c'est une Lambo, une fois qu'on enlève tout, c'est à ça que ça ressemble, quoi. J'aime bien l'idée. Par contre, quand on verra la remplaçante de la Huracan ou de la Temerario, du coup, il y aura plus de complexité, évidemment. Donc je trouve intéressant de partir de la base, et ensuite, il y aura des discussions, il y aura de la complexité qui va venir se rajouter, c'est certain. Et comme on sait que c'est une petite marque qui produit peu, et qui aime bien faire des séries limitées pour rentabiliser les outils de production, il y aura des séries limitées, et comme toujours chez Lambo, les séries limitées de plus en plus agressives, ou de plus en plus torturées, presque, j'ai envie de dire, ou de plus en plus complètes en termes d'aéro. Hop, je repasse sur l'écran principal. Ben ouais, pal. Il y a vraiment compliqué à dire ton pseudo, mec. Mais je t'en veux pas. Moi aussi, j'ai hâte de voir le nouvel Urus là-dessus. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et je pense que l'Urus va se rapprocher du Lanzador. Alors, je vais juste partager à ceux qui ne l'ont pas en tête, parce que c'est un concept, j'ai l'impression, qui est un peu passé, pas inaperçu, mais qui n'a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir. Lambo avait sorti un concept après le Urus qui s'appelle le Lanzador. Et c'est une espèce de SUV coupé, finalement, de chez Lamborghini. Qui était pas aussi torturé, mais bon, il y avait les éléments typiques Lambo, quoi. Donc on a vu les carénages de roues qui sont pas ronds, les hexagones partout. Ça, au moment où il est sorti, les gens se disent « Ah, une supercar SUV coupée, machin. C'est pas terrible et tout, mais à mon avis, si on voyait ça dans nos rues, il y a beaucoup de gens qui seraient contents quand même. Parce que ça, je pense que c'est une bonne silhouette. Voilà les gars, pour cette Lambo. Cette nouvelle Lamborghini. En tout cas, j'étais content de voir un nouveau projet Lamborghini qui sort. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à notre troisième sujet, qui pour moi est le gros sujet. D'ailleurs, je vous l'ai posté sur un Insta. J'essaye d'être super réactif. Dès que je l'ai vu, tac, je voulais republier. C'est tout l'intérêt de suivre sur Insta, donc merci à vous. Les gars, Mercedes a sorti un nouveau concept. Si vous l'avez pas vu, accrochez-vous, parce que je trouve que c'est un super banger. Salut John, à la prochaine. Tu loupes la Mercedes, tant pis pour toi, parce que là, je vais vous montrer, hop, la nouvelle Mercedes qui a été présentée hier. La Vision Iconic. Il faut juste que ça charge. C'est bon, il est là. Nouvelle Mercedes Vision Iconic, un grand coupé full black, sauf la calandre, illuminé en blanc. Regardez-moi cette side view. Je vous ai préparé les écrans tout à l'heure. Pour qu'on l'analyse ensemble. Mais ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Mercedes is back. Je vous en parle dans plusieurs vidéos et dans les lives et sur Insta. Il y a un vrai renouveau sur les marques allemandes. Je crois même que c'est celle-là qui m'a fait le plus plaisir. Cette vue dont on parlera, qui est insane et qui rappelle beaucoup de bons souvenirs de que c'est faire Mercedes. Et un intérieur qui est assez épuré, on va dire. Qui est pareil, moi, vous savez que je me concentre pas spécifiquement sur les intérieurs, mais c'est très très beau. Il y a du velours bleu qui est assez étonnant. Et plein de petits détails qui sont intéressants. On va peut-être pas se focus totalement sur l'intérieur. Moi, je vais vous montrer les écrans que j'ai préparés pour ce sujet, parce que franchement, je me suis régalé. Hop.
Voilà, déjà, la première image que j'ai vue, c'est ça. Le sketch avec la typo à l'ancienne, une side view, mais d'une simplicité dingue. Dingue. L'intérieur est incroyable, bravo designer. Je pense que designer, c'est un Français que je ne connais pas, mais qui est super fort. Super fort. Il me semble que c'est un Français. Si vous le connaissez, dites-moi dans le chat. Mais de ce que j'ai lu, c'est un Français et c'est un mec qui est bourré de talent parce que c'est vraiment magnifique. Les sketchs aussi sont dingues. J'en ai même, moi qui parle jamais de l'intérieur des caisses ou très rarement, j'ai même sélectionné un sketch là qui se balade juste en bas pour qu'on puisse le voir. Donc quand je vois ça, je me dis ok, c'est un banger. Et les images qui ont été sorties, sont incroyables. Si vous êtes étudiant en design ou si vous dessinez des caisses, inspirez-vous de ça. C'est... Alors peut-être pas celui à gauche, la face avant, mais ce sketch de l'arrière de la caisse, il est incroyable parce qu'en fait, en 4 calques, t'as tout, quoi. T'as tout, et c'est spectaculaire. Et on va voir pourquoi. Je commence par vous montrer les sketchs parce que, franchement, moi, Macaque qui dessine et qui adore ça, c'est un régal. Là, pour ceux qui sont pas trop dans le design auto au quotidien, c'est une espèce de compète éternelle. Tous les designers veulent faire un meilleur sketch que le collègue ou que le mec que t'as vu sur internet. Tout le monde a un peu son style, mais du coup les styles influencent chaque designer. Les gens au bout d'un moment commencent à avoir les mêmes inspi, font un peu les mêmes choses, donc t'es bon si t'arrives à te sortir de ce truc et proposer ton truc très différent. Là pour moi, même en tant que sketch, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau parce que on voit jamais des reflets noirs profonds comme ça, très marqués. C'est incroyable. Comment tu veux mieux faire comprendre un volume sur Photoshop en 2D? On regarde un écran, je comprends toute la profondeur, je comprends à quel point la peinture, elle est dense, c'est vraiment très très fort. Donc, ils sont signés, les sketchs, c'est Tim Borman qui les a fait. Je ne le connais pas, mais Tim Borman est un monstre. En représentation graphique, en tout cas, incroyable. Respect, mec. Et du coup, je commence par vous montrer cette vue-là, parce que c'est là où j'ai vraiment vu une 300 SL. J'ai vraiment vu une pure 300 SL, phénoménale. Et quand je regarde cette side view, moi, je juge beaucoup les caisses par la vue en profil, hein, vous le savez. C'est quand même ce qui est super important. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, ils se sont pas moqués de nous. Il y a tous les codes dont je vous parle souvent. Porte-à-faux très court. Même le porte-à-faux arrière, qui est pas excessivement long. Il doit y avoir une largeur de caisse, peut-être. Une largeur de roue, pardon. Attendez, je vais juste me reprendre un petit pointeur que je vais mettre en rouge cette fois-ci, parce que les sketchs sont noirs et blancs. Comme ça. Hop, hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire, et on va faire comme ça. Tac, comme ça. Vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc porte-à-faux avant très court. Arrière idem, pas très long. Moins d'un diamètre de roue. Et surtout, évidemment, un super long capot. Dash to axle incroyablement étiré. Des ouïes, en tout cas cette petite... ce petit élément graphique juste ici, dans le side panel, qui est d'une fluidité dingue parce que ça vient rejoindre le dessin de la porte d'une manière que je trouve très élégante. Tout est élégant sur cette caisse. Même la partie un peu obscène toujours, qui est l'ouverture, où t'as une grille dedans, où faut faire passer de l'air, donc c'est pas anodin comme élément de design. Et là, il est parfaitement bien intégré. C'est sensuel, c'est art déco presque. C'est art nouveau même presque. Donc franchement, j'ai été subjugué par cette caisse. Alors tout ça pour mettre un moteur ELEC et pas un V12, certes. Mais alors, la justification que j'ai vue de tous ces grands volumes et de ce super long capot, c'est que la peinture, a priori, dans ce concept, est il y a une espèce de technologie de panneaux solaires intégrés qui fait que plus tu as d'espace pour caler
du panneau solaire, plus ta voiture elle peut conserver de l'autonomie. Et donc là, ils disent, regardez comment c'est justifié qu'on ait un long capot comme ça, parce qu'on peut mettre beaucoup de panneaux solaires intégrés dans la peinture. Donc, super justification. Quand j'étais en études de design, on essayait de trouver des trucs comme ça pour justifier de juste faire une caisse cool. On essayait de trouver des trucs qui disent, oui, mais regarde, c'est logique parce que tu peux... Tu vois, il y avait toujours une bonne raison de faire des caisses de macaques rapides, sportifs. Même quand tu faisais un truc familial, t'essayais de lui mettre des grosses roues et t'expliquer que c'était... Il y a toujours une bonne raison. Donc là, le fait qu'ils aient réussi à nous inventer... Alors certainement que la techno fonctionne, sinon ils communiqueraient pas. Mais nous inventer une peinture dans laquelle il y a des panneaux solaires, et donc t'es obligé d'avoir beaucoup de panneaux solaires parce que c'est une électrique, et donc du coup, c'est logique d'avoir un super long capot, je dis respect, c'est du discours de design comme on l'aime. Et ce que j'aime dans cette side view aussi, c'est le petit rebond qu'on a au niveau de la malle arrière, finalement, ça représente presque la malle arrière. Dans cette Y0, on a un petit écrasement ici, un petit affaissement, un petit volume, où on a finalement une silhouette presque tricorps. On a le capot, la cabine, et ensuite on a un petit coffre en fait. C'est tout léger, hein. C'est vraiment là où je vous le montre, extrêmement light, mais il y a ce petit renfoncement qui crée pour moi un espèce de volume super cool, et qui en fait me rappelle, surtout dans cette vue-là, la 300 SL. C'est grâce à ce petit décroché qu'on peut avoir le 300 SL. Qu'on peut avoir l'espèce de filiation, en tout cas que moi j'ai vu la filiation avec la 300 SL. Je vais vous montrer d'autres images, je vais juste rattraper le chat pour savoir ce que vous en pensez. L'intérieur est incroyable, ça on l'a vu, c'est clair. On dirait un concept art déco, je pense que c'est totalement l'esprit. En fait, j'ai même vu sous ma publication Insta, ouais, ça fait... ça rappelle en gros les pires heures de l'histoire de l'Allemagne. Les gars, si on a une culture automobile, on sait que les caisses allemandes ne ressemblaient pas à des caisses de méchants que quand il y avait les méchants. Hein. Dans les années 20, et au début des années 30, les voitures, les Mercedes ressemblaient déjà à des caisses de méchants. Je crois que la SSK Count aussi de Ralph Lauren, c'est 1937, si je dis pas de conneries. Donc, en fait, c'est un raccourci de dire c'est des caisses de méchants de l'histoire. En vrai, c'est des caisses des années 20, des années 30. C'est les années 30, en tout cas le début des années 30, c'est le pinacle de ce qui se fait en termes d'extravagance automobile. Et c'est ça qu'on retrouve ici. Alors le designer, le nom sur la planche c'est Tim Borman, c'est le designer de l'extérieur, mais le designer de l'intérieur, je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est un Français. Ou je pense que c'est un Français. Pour le petit plus, si t'as une vue de dessus, les ouïes d'aération sont en forme d'étoile Mercedes. Bah, je vais aller regarder ça, on va essayer de s'en trouver une. Cette voiture est comme un bon Roquefort, douceur et caractère. Tu la trouves pas trop ressemblante au concept Maybach 6. Je vais vous montrer ce concept parce que justement, il y a des choses qui m'y font penser, mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui me font dire que c'est une évolution mature de ce concept-là, qui a déjà, je vais vous montrer juste après, qui a déjà presque 6 ans ou 10 ans. C'est incroyable. Je pense 10 ans même presque. Mercedes renoue enfin avec l'avant-garde. Bah, en fait, ils ont des... Ils ont une histoire hyper riche, et donc quelle est la logique aussi? Parfois, on me dit souvent, oui, il y a beaucoup de néo-rétro en ce moment dans l'automobile. Ouais, mais quand t'as une super belle histoire, tu vois, pourquoi s'en séparer? Pourquoi se couper de ton histoire quand ton histoire, c'est ça, quoi? Ou quand ton histoire, c'est ça. Il y a une logique, bon... C'est logique qu'on retrouve ça, je vais vous en parler juste après. Mais quand ton histoire, elle te permet de faire des produits comme ça, pourquoi t'en couper? Le néo-rétro, je suis ok, peut-être des fois on peut se dire c'est un peu facile, tout le monde va faire du néo-rétro, machin. Moi, ce que je trouve un peu naze dans le néo-rétro, c'est quand Renault te sort la R5, comme si t'as l'impression que quand on avait les pubs de la R5 à la télé où ils mettaient l'ancienne R5, alors ça a marqué plein de gens, et c'est une voiture générationnelle et iconique. En vrai, on te faisait croire que la R5, c'était... pareil, c'était une Ferrari, quoi. Genre, tout le monde aimait la R5. En vrai, non, moi, dans ma génération, après, je suis peut-être plus jeune que l'avènement et que la R5. C'est vrai qu'il y a toute une partie du marché qui a des souvenirs avec une Renault R5. Moi, j'en ai pas. Pour nous, peut-être les plus jeunes, entre guillemets, en tout cas ceux qui ont 30 ans et en dessous de 30 ans, 20 ans, etc., jusqu'à il y a 4 ans, les Renault 5, on s'en foutait. Faut pas essayer de nous faire croire que c'était une dinguerie. Alors que Mercedes... ils ont fait quand même énormément de dingueries, donc je trouve logique qu'ils aient puisé dedans. Voilà pour la parenthèse. Ça me fait penser à la Mercedes AMG GT de première génération.
comme si ça serait une future Classe S ou une Maybach. Ouais, je pense que... Enfin, je pense pas, je sais pas si ça peut aller en prod, hein, sincèrement. Mais j'ai l'impression que c'est une version déjà un peu plus prod de la Maybach 6 que je vais vous montrer. Voilà, je vais même vous la montrer tout de suite. Il y avait ce concept-là, pour ceux qui l'ont pas, ça évite que je vous parle de quelque chose que vous visualisez pas. La Maybach 6, c'était un concept qui avait été fait pour Gran Turismo, je pense. Et je pense que ça doit avoir 7-8 ans. Et pourtant, cette voiture ne vieillit pas. Avec une side view hyper dramatique qui m'a fait tomber amoureux la première fois que je l'ai vue. Et qui, après toutes ces années, ne vieillit pas. Alors, c'est vrai que, en fait, elle me... Là où elle... Ce qui a changé dans mon approche, c'est que maintenant, oui, elle me semble désespérément longue. Peut-être exagérément longue. Mais au final, c'est pas très grave. Mais quand maintenant on la compare à la nouvelle, ouais, on sent que celle-là, elle est un peu plus rationnelle presque, un peu plus logique. Et celle-là, ouais, elle existait aussi en cabriolet, un cabriolet qui était totalement fantastique. Donc cette nouvelle Mercedes Vision Iconic, c'est le retour des années 30, le retour du design qui a fait la réputation, la fierté de Mercedes. C'est des caisses de gangsters, c'est des caisses de mafieux, c'est des caisses de méchants, mais c'est super caisse. Salut Hugo. Cette calandre consomme plus que la voiture avec toutes ses LED. Certes, mais pour une fois, je trouve que c'est une calandre verticale qui fonctionne très bien. Alors là, l'image en plus qu'on a, c'est très exagéré. J'ai jamais aimé la signature lumineuse en étoile. Là, pour une fois, j'ai l'impression que ça peut passer. Je dis pas que c'est fantastique, mais j'ai l'impression que ça me choque pas, ça me chagrine pas, ça casse pas la voiture pour moi. Donc j'aurais tendance à être un peu plus tolérant que ce que j'ai pu être avec d'autres modèles où il y avait la signature lumineuse en étoile. Sur le GLC, on retrouve cette énorme calandre. Bah, finalement, sur cette caisse-là, ça fonctionne très bien pour moi. Franchement, quand je vois ça, j'ai pas envie d'être contre. C'est super bien réalisé, c'est logique, c'est cohérent. Donc cette grande calandre, en fait, elle trouve sa place, finalement, pour moi, à cet endroit-là. Je la comprends. Et l'arrière, il est d'une simplicité folle. Mais c'est très très beau. Vraiment, on peut croire à une 300 SL. C'est une Batmobile en soi. C'est vraiment magnifique. C'est mon avis. Mais c'est vraiment bien. Et donc, j'en viens au fait, excusez-moi. C'est quand même une voiture qui vient de là. En fait, Mercedes est allé pucer dans son héritage la W111. Moi, directement, la calandre m'a fait penser à la W111, ce qui n'était pas le cas sur le GLC qu'on a vu il y a 2 semaines. Le nouveau GLC qu'ils avaient présenté à l'IAA. J'avais pas été... Le rappel, c'était pas fait automatiquement dans ma tête, mais W111, W104... et bien sûr, la 600, qui sont les Mercedes des rois et des dictateurs et des sénateurs et des grandes personnalités. C'est l'image, l'identité de Mercedes qu'on retrouve sur ce nouveau concept, qui fonctionne vraiment, pour le coup, bien. C'est pour ça, inspiration des années 30, elle me fait peur comme la Mercedes que l'Allemand avait eu. Le H avait eu. Ouais, les voitures de cette époque-là. C'est pas tant une personnalité ou une autre, c'est tout le design automobile de cette époque, qui était beaucoup plus expressif aussi que ce qu'on a. Et donc déjà, il y a des inspirations W111, W104, W125, je vois dans le chat aussi, effectivement. Yogi qui me dit, selon le Wikipédia, la Mercedes Maybach 6 daterait de 2016-2017. Donc tu vois, 2016-2017, ça fait 8 ans, 9 ans. Quand tu me dis que ce design-là, hop, il a 8 ans ou 9 ans, c'était quand même vachement en avance. Hein. Alors évidemment, c'est un objet extravagant, c'est un objet extrême, mais te dire que ça a bientôt 10 ans, c'est beau. Ça tient dans le temps. Et on a bien sûr l'inspi, quand j'ai cherché du coup les images de la 300 SL, j'ai trouvé ça, mais comment te dire que c'est exactement la même caisse, c'est juste qu'on a eu un saut de génération,
et que c'est le retour de la 300 SL. Surtout dans cette teinte noire, on voit les feux arrière... Alors, plusieurs choses. Évidemment, le popotin de la voiture, la peinture noire très profonde. Alors peut-être c'est un effet de la photo, mais j'étais content de retrouver cette photo-là. Avec une cabine bien posée, et puis on a quand même tout un arrière, toute une malle, que du coup on retrouve dans la side view, comme je vous disais tout à l'heure. On a cette malle. Elle est présente, même si c'est plus des formes qu'on fait aujourd'hui. Il y a une espèce de réinterprétation, et les feux horizontaux qui sont placés extrêmement bas. Je me souvenais plus que c'était aussi bas sur une 300 SL. Et c'est vrai que sur cette Mercedes, c'est très très bas. On s'en rend peut-être pas totalement compte dans cette vue-ci, mais ils sont placés très bas. Mais le pépin, c'est que Mercedes n'a pas communiqué d'image du vrai 3/4 arrière de la voiture. Enfin, j'en ai mis un sur mon Insta, mais j'en ai pas trouvé sur format ordinateur, format horizontal bien fait, bien équilibré, quoi. Donc, salut Edekan, tu nous rejoins en pleine analyse de la nouvelle Mercedes Vision Iconic, qui est un rappel parfait de la 300 SL. J'ai presque l'impression de voir de voir juste un saut de génération. Il s'est passé beaucoup de choses en 50, 60 ans. Ça c'est quoi? On est en 2025, ouais. En 60 ans, il s'est passé énormément de choses. Mais on y retourne, d'une certaine manière. Et après, il y a des gens qui m'ont parlé de la Jaguar Type 00, des gens qui m'ont envoyé un message. Macron, je vais trouver une vue de dessus juste après. Je vais poursuivre, on va regarder d'autres vues ensuite sur Netcar Show, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Insta, enfin beaucoup de gens, il y a au moins 3 messages, je vais pas faire l'influenceuse qui vend du make-up, vous avez été nombreux à me poser la question de quelle est ma morning routine, alors que personne n'a rien demandé à personne. Moi en vrai, il y a 3 messages qui sont tombés cet après-midi et hier sur Insta, pour dire ouais, tu trouves pas que c'est la Jaguar Type 00? Alors là... Je comprends l'esprit de la question, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'ai posé les deux l'une en face de l'autre. Il y en a une qui est infiniment plus légère, c'est la Mercedes. Infiniment plus légère que la Jag. Donc je voulais déjà débunk ce premier a priori. C'est pas parce qu'on a une silhouette presque bicorps avec un long capot que forcément c'est tous les mêmes. Hein. D'ailleurs, en fait, ça c'est les plus belles silhouettes de l'automobile, c'est ça qui marche. Donc c'est pour ça que les constructeurs, quand ils font un objet qui doit vous faire rêver, ils font ça. Oh, là, j'ai vu un beau message, là. Macron, t'as raison. Il y en a une qui est soufflée et il y en a une autre qui est sculptée, exactement. C'est pour ça que la Mercedes paraît beaucoup plus light, et même, quand on regarde la Y0, la ligne de toit tombante ici, c'est très rond, alors que là, c'est convexe, concave, convexe, je sais plus. Je me trompe toujours entre les deux, ça fait 10 ans. Mais on a ce volume, on a ce décroché, qui fait que j'aime beaucoup ton message, là. Soufflé en haut et sculpté en bas. Très très intéressant. Beaucoup plus de légèreté dans cette caisse. Alors vous voyez, hein, je vous ai placé les roues à peu près au même endroit. Grosso modo, je serais pas étonné si on était sur les mêmes dimensions, plus ou moins. Là, on a vraiment pas... En fait, au niveau 0 du design, quelqu'un qui connaît pas dans la rue peut dire ouais, c'est les mêmes caisses, ou ton grand-oncle qui connaît pas les autos, il va dire ouais, c'est les mêmes caisses. On peut pas lui en vouloir. Mais si on veut être précis, les gars, ça n'a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de similitude, en vrai. On peut pas les comparer. Ouais, bien vu. Merci pour le message. Jaguar convexe, Mercedes concave. Bah oui, concave, j'ai retrouvé mon mémo technique. Concave comme dans une cave, donc creusé, voilà. Hop. Et après, on m'a parlé de cette Jag, et moi je me suis dit non, ça m'a fait penser à autre chose. Un concept que peut-être certains d'entre vous connaissent. Allez, qui va me sortir le nom du concept dans le chat? Celui que vous voyez en haut. Qui m'a un peu fait penser à cette Mercedes, pas que dans son design, mais dans son esprit. Ouais, la Exelero, exactement. Maybach Exelero. Alors, je vais vous la remontrer. Je vais aller chercher plus d'images. Pour que vous puissiez la voir. Je sais pas si sur Netcar Show elle est là. Ah bah si, voilà. Alors ça, c'est un vieux concept qui a 20 ans, les gars. Maybach Exelero. Et c'est pas tant qu'elle ressemble en soi à la Mercedes, à part le fait qu'elle est noire. Bon. Elle est noire. C'est tout. Mais c'est
Et bon, elle est noire, et il y a des proportions dramatiques, et il y a une side view avec un très long capot, et il y a cette ligne tombante. Ok, beaucoup de similitudes, mais c'est pas tellement dans le design que je les trouve similaires, c'est en fait dans l'attitude, dans l'esprit de la caisse. Regardez-moi cette caisse de méchant. Une voiture qui a 20 ans, hein. Donc je dis pas que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, un concept qui a 20 ans. Mais... c'est la voiture du méchant, c'est la voiture de Cruella. Donc c'est un retour de la voiture de Cruella, quoi. Ouais, il y a un petit air de 907 d'ailleurs là-dessus. Mais ça, moi, j'aurais trop kiffé avoir ça dans nos rues. Si un jour je sais m'en acheter une, tu fais peur aux gens avec ça, même à 30 km/h en fait. Tu vois un mec arriver dans ton quartier avec ça, t'as peur en fait. Il y a une crainte qui se dégage. Alors c'était à l'intérieur, c'était une Mercedes, hein, mais voilà, je retrouve dans cette nouvelle Mercedes l'esprit de la Maybach Exelero. C'est pour ça que je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de les mettre en comparaison. Et effectivement, la taille des jantes n'a plus rien à voir. Mercedes VGT, la Vision GT. Pas certain de savoir laquelle. Oui, si on se parle de celle-là, c'est celle qui a donné la AMG GT. Il y a un esprit aussi, voiture de méchant aussi. Ouais, voilà, la voiture de Gran Turismo. Donc on se parle bien de la même. C'est une grande voiture de méchant, mais je l'ai un peu plus sorti du... Alors, le mood est... Attendez, je pense pas que je vous montre le bon écran. Tac, celle-là. Voiture de méchant aussi. Silhouette bicorps, avec le cul très progressive, arrière fastback. Mais vu qu'elle a donné la AMG GT dans l'esprit, ça m'a moins marqué. Par contre, je me souviens très bien des sketchs de Bastian Baudi qui sont incroyables. Ça, c'est phénoménal à faire. Hein. Toute la rondeur, je me souviens que quand on regardait ça avec mes potes designers, on se disait, ouais, le mec, il est fort. Donc, il y a peut-être un peu de ça. J'avoue. J'accepte. J'accepte ce que tu dis, comme dirait l'autre. J'avais pas fait le rapprochement direct, moi, parce que je vois vraiment une reprise encore une fois, W111, W125, 300 SL surtout. Et on va essayer d'aller choper des images de... attendez, je vais repasser par l'accueil, parce que vu qu'elle est récente, elle va être là. Vision iconique, c'est ça, je cherchais le terme. Je sais pas avoir de vue de haut, c'est un peu dommage. Ouais, ils ont pas fourni beaucoup d'images sur Night Car Show. Donc en fait, on va avoir les images que je vous ai montrées, donc que j'ai préparées là. Donc, Maybach Exelero dans l'esprit. La MGGT vieillit bien quand même. Ouais, carrément, vieillit super bien, attention. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars. Soyez réglo avec moi. Je me fais déjà taper par les pros Skoda sur TikTok. Si vous avez vu ça, on en a parlé la semaine dernière, ça a continué cette semaine, mais c'est marrant, ça me va bien. Donc voilà, moi j'ai vu surtout la calandre des 600. J'ai vu la 300 SL. Et je trouve ça super réussi. Et en plus, honnêtement, au-delà des caisses, quand on aime un peu les sketchs aussi, franchement, les sketchs, c'est une tuerie. Ceux-là, je vous mets ces deux-là. Et je vais essayer de vous trouver une belle image de la SSK Controssi de Ralph Lauren, pour ceux qui la connaissent pas, la 710, parce que j'ai vu que... Voilà. Ah bah attendez, je vais vous montrer ça. Tac. Ça, c'est une voiture qui est propriété de monsieur Ralph Lauren. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce site? Ok, change. Supercar.net, j'ai peut-être moins de pub. Voilà. Mercedes SSK Controssi. Encore une fois, dans l'esprit, on y est. C'est cette nouvelle vision iconique, c'est une SSK Controssi moderne, finalement. Voiture de méchant ultime.
Celle-là, elle est dans la collection privée de Ralph Lauren. Je sais pas si vous avez connaissance de cette collection. Moi qui aime bien le bonhomme. Il a une collection vraiment fantastique. 918, P1, à gogo, il y a tout. Et il a, parmi bien d'autres, hein, cette voiture qui me rappelle évidemment notre vision iconique. Pour sa méchanceté. Et la couleur noire joue beaucoup pour la vibe de la voiture, ça c'est clair. Ça c'est clair. Sur mes sketchs, je vais essayer de trouver une belle image de la 540K. Voilà, hop. Donc vous voyez, quand on me dit oui, c'est les voitures de l'allemand, là. C'est pas que ça, c'est les voitures de toute une époque. C'est pas que la voiture de un mec. C'est la voiture d'une époque. C'est une époque où le design automobile, l'esthétique automobile était au max de ce qui se faisait, quoi. On a plus jamais été dans autant d'extravagance. Et bien à l'époque, c'était justifié, hein. C'était des voitures très basses, il n'y avait pas grand-chose dedans, des très longs capots, il y avait des gros moteurs. Donc on retrouve cet esprit-là. Hop, si je passe de cette photo-là à ça, on retrouve cet esprit, mine de rien, effectivement, dans cette nouvelle... l'esprit de la Controssi 710, de la 540K, et de toutes ces voitures des années 30 dans cette nouvelle Mercedes. Qui est fantastique. Et si je vous montrais ça, la 600... Ah oui, je voulais aussi vous montrer quand même l'intérieur. Donc ça, c'est un sketch du designer français. J'ai oublié son nom, je ne l'ai pas. Mais si vous avez le temps, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui vont être très bien faites sur le sujet de ce nouveau concept Mercedes. Allez voir sur YouTube, je pense qu'il y a tout un boulot. En fait, ça fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, parce que tu as vraiment toute une vibe art déco, une espèce de guillochage presque horloger. On a des matériaux genre laiton, on a du velours bleu, qui est super beau. Donc, ouais, l'intérieur à la Jules Verne, presque, exactement. Et ça fait ça fait un bon lien entre les sketchs, entre la réalité de la voiture, l'esprit de la voiture, à l'avant et à l'arrière, ouais, presque steampunk, exactement. Exactement. Donc, super caisse, pour moi, c'est la meilleure nouvelle automobile de cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est si Mercedes va dans cette direction, ça ne pourra être qu'une bonne nouvelle. Je sais pas qui peut être contre ça. Et autre chose, si un jour quelqu'un de chez Mercedes nous entend ici, et si vous avez envie de la produire, Mercedes, produisez-la, on trouvera un moyen d'en acheter. Ça va coûter cher, mais on trouvera un moyen d'en acheter, parce que, sincèrement, tu t'arrives dans le garage, tu vois ça, tu casses ton crâne, en fait. Voilà. Je peux pas le dire mieux. Je peux pas le dire mieux. J'ai adoré cette caisse. Je suis curieux d'avoir votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous pensez que c'est une bonne strat pour Mercedes de revenir à ses origines, parce qu'en vrai, ils se sont beaucoup perdus dans leur design. Ils se sont beaucoup perdus dans leur design ces dernières années. Et comme je le disais, tous les Allemands se réveillent. Et si eux, ils se réveillent en direction de leur histoire, ils ont une histoire tellement riche, ils vont pas nous faire du bullshit à nous proposer des versions de leur histoire qui n'existent pas, ou faire croire qu'on aimait certaines caisses qu'on n'aimait pas. Celle-là, elle est vraiment bien. Les EQ si moches, voilà, les EQ. Content qu'on en sorte. Et je sais pas, du coup, Ryan, quel est le centre de design qui a bossé. Je sais pas s'ils l'ont fait à Sophie Antipolis ou s'ils l'ont fait ailleurs. J'aurais tendance à dire que ça a été fait en Allemagne. J'ai l'impression. Ou... Je sais pas, hein. Franchement, j'ai pas lu l'info. Mais j'aurais tendance à dire que ça a été fait en Allemagne. C'est un projet qui m'a l'air trop important. Entre guillemets, pour le confier à des studios satellites, c'est pas dénigrant ce que je dis, hein, mais... Voilà. Je fais le pari. J'irai vérifier. Je vous dirai la semaine prochaine. À mon avis, ça a été fait en Allemagne. Seul BMW a su garder son identité. Bah là, si Mercedes revient à ça, Mercedes revient à son identité. J'attends qu'ils nous sortent une classe C dans cette dégaine-là, avec des proportions modernes. Ça peut être un truc super, super intéressant. Voilà, en tout cas, je trouve que ça conclut bien ce que j'avais envie de vous partager
Ouais, Youssou, la couleur et la forme font penser aux anciennes Bugatti. Bah, en fait, c'est ça. C'est que tu tires avec toi tout l'imaginaire des voitures des années 30. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, tant que vous êtes là, vidéo dédiée sur les années 30 et les carrossiers qui ont disparu, etc. C'est un truc auquel je pense depuis super longtemps. Mais je sais pas si... Je pense pas que c'est une vidéo qui va faire énormément de reach, énormément de vues. Je sais pas si c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais moi, ça me plaît. J'adore toute cette époque. Donc si jamais ça vous chauffe, dites-le moi, écrivez-moi. Ou écrivez-moi ici dans le chat ou sur Insta, parce que je suis en train d'essayer vraiment de Enfin, je me suis toujours intéressé à cette période, et je me dis, allez, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, et que ça va pas être une vidéo qui va faire 300 000 vues, mais il y a tout un pan de l'histoire du design qu'on peut raconter. Les anciennes voitures, comment c'était fait à l'époque, c'était très différent de maintenant. Les carrossiers, tous ces grands carrossiers qui ont disparu, qui font des caisses aujourd'hui, qui ont fait des caisses, qui aujourd'hui se vendent des millions d'euros parce que c'est d'une beauté absolue. Bon, je vois que vous avez l'air chaud, donc il faut que je continue l'écriture de cette vidéo. Je ne l'abandonne pas alors. Bien joué. Ça restera certainement un concept, peut-être qu'on l'aura pas en production. Mais si ça peut donner une indication, si ça peut donner une direction, je pense que dans ces proportions-là, on l'aura pas en prod. Mais je me mets à rêver d'une classe S cabriolet ou d'un retour d'une classe S coupée. Parce que la classe S coupée, elle a été arrêtée, ce qui est dommage, parce que j'adore cette caisse. Un retour de la classe S coupée, pourquoi pas? Peut-être sous des traits qui seraient similaires à ça, ce serait dingue. Ce serait dingue. Voilà les gars, ce que j'avais à vous dire sur la Mercedes Vision Iconic. Là, la question, c'est qui veut des cabriolets? Bah, j'ai un peu répondu dans ma vidéo sur les cabriolets. Plus personne veut des cabriolets, sauf les super blindés. Et ça, je pense que ça m'a l'air d'être un bon produit pour super blindés. Donc, pourquoi se priver si on sait faire un beau cabrio? Voilà ce que j'avais à vous dire sur la Mercedes Vision Iconic. Ce que je vous propose, c'est que je coupe l'enregistrement maintenant. On va passer en mode live only.